vous entends. Bah on est content alors. Et vous m'entendez? Bah oui, on t'entendait. Bah moi je vous entendais pas et maintenant je vous entends. Mais c'est Ça va. formidable. Mais dis-moi, J'ai l'impression d'écouter le canon sur la tempe. Après, c'est Bonjour. Après, c'est toi qui gères le préreq. Bonjour, qui êtes-vous? Bah à ton avis, connard. Qu'est-ce que c'est ce machin? C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? Mais dis-tu nos conneries? Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer? Vulgaire? Je trouve ça vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe, à commencer par Juan Bien le bonjour. et Camille. Bonjour. Malheureusement, une personne nous a quittés pour cet épisode. Oh. Mais ce n'est que pour un épisode, donc ça va. C'est Hicham qui ne sera pas avec nous, malheureusement. Il a été appelé pour une mission. En fait, Hicham est Clark Kent, il fait qu'on vous le dise. J'allais dire Goldorak, mais oui. Oui, ça marche aussi. Ça marche aussi. Il est Non, parti étudier les lamas au Pérou. voilà. Et Dieu, Prochain. Dieu sait que le Pérou n'est pas proche de Montreuil, donc il ne pourra pas être avec nous pour cet épisode. Mais heureusement, nous avons trouvé une magnifique chroniqueuse animalière en la personne de Maria. Bonsoir. Comment ça va, Maria? Ça va super et toi? Bah très bien, merci. Ça, tu as été bien accueillie. Tu es... Merveilleusement bien, les rumeurs sont donc vraies. Oh, merci. Alors qu'elle nous a donné une tonne de bouffe, c'est nous Oui. Oui, c'est vrai. C'est Alors, toi qui nous as bien accueillis en fait. Ouais, vous êtes assez gentil pour la manger donc. Ouais, on va balancer beaucoup de off et on va surtout expliquer qui tu es. Mais Maria nous a très gentiment demandé si elle pouvait nous ramener de la nourriture. Bah oui. Donc j'ai trouvé ça ultra gentil qu'on nous réponse demande est si totalement. on pouvait nous ramener des cadeaux. Non, c'est adorable et c'est délicieux. Et bah du coup, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Bien sûr. Alors, je suis chef dans un restaurant à Paris qui s'appelle le Polycafé, qui est vers Marcadet. C'est un restaurant qui est en hommage à la culture politique française et c'est un petit bistrot en fait. La carte change toutes les semaines. C'est que du local, c'est que du fait maison et voilà, c'est très chouette. Vous pouvez c'est passer top. si vous voulez. Et à côté de ça, je suis aussi photographe. Surtout de la photographie de voyage et de cuisine. Et j'ai aussi une petite émission qui s'appelle On mange quoi ce soir, dans laquelle je parle d'ethnogastronomie. Et je décrypte des recettes, voilà, suivant les flux migrateurs. C'est très bon. Trop bien, Bien. pour Voilà. classe. Peux-tu nous donner le hâte de ton Instagram? Ouais, bien sûr, c'est Maria Larouge. Et dessus, vous retrouvez toutes mes photos de voyage, pas mal de photos de plats. Et j'essaie de faire des tutos sur les recettes que je crée. Trop bien. Et Voilà. certains et certaines te connaissent peut-être déjà aussi sur Twitter. Oui, C'est c'est comme le ça même, qu'on s'est, c'est Maria Larouge aussi. Qu'on s'est rencontrés, si je veux dire. Qu'on s'est Oui, trouvés, c'est là où on s'est qu'on croisés pour la première percutés fois. numériquement. Où tu as eu la gentillesse de répondre à mon message. Mais qui était adorable. Alors, on se l'est partagé, on s'est dit genre, Oh. mais grave, il faut, oui. Parce que ça avait l'air trop cool. Et donc on est très très content de te recevoir, c'est vraiment super chouette. Merci Et beaucoup. on a prévu de passer au Politique Café manger à l'occasion. Est-ce que Bah tu as oui, précisé l'adresse? Je ne sais plus, tu as dit l'arrondissement, mais... Oui, alors c'est 11 rue des Portes Blanches. On a aussi un Instagram sur lequel vous retrouvez le menu de la semaine et les photos des plats et voilà, et toutes les activités qu'on fait parce qu'on fait plein de quiz politiques ou de soirées ou tout autour de autour de la politique. C'est très sympa, on prend pas parti et on aime juste bien manger et bien rigoler. Donc cool. Ça me plaît. Bah, hâte. Bon programme. Donc, soyez sûrs qu'on passera. En plus, les plats ont l'air trop classe. Merci. Donc vraiment hâte de goûter à ça. Et c'est chouette. Et pour nous, écoutez, tu es notre dernière invitée en plus, parce que la fin de saison approche. Je veux dire, en grand pas, non, elle est plutôt là en fait. Elle est au pas de la porte. On y est totalement, oui. Voilà, Elle est déjà en train de toquer. sonner. Vous allez me mettre dans le coffre avec toutes les autres invités après? Absolument. Ah non, c'est super glauque. non, Anouk, t'as gardé une glace. Oh, c'est super. non. J'ai hâte de la rencontrer. Tout le monde est sorti sauf, mais bon, dans tous les cas, on fera un petit épisode quand Chouchou sera revenu pour faire un petit baroud d'honneur pour cette saison 2. Mais on a pris un plaisir énorme et on vous fera un petit bilan. Mais voilà, comme on vous dit, on vous prépare plein de choses et on a été très heureux que vous nous accompagniez pour cette année qui s'est passée, qui était très chargée mais ô combien agréable. Et soyez rassurés, on ne vous quittera que trop peu de temps. Oui, parce que, on vous en dira plus, mais on prépare plein de choses magnifiques, dont des événements. Et quand on dit des événements, c'est au pluriel. Et qui dit événement dit pas forcément sur Internet. Donc voilà, on aura des occasions de se voir, de faire des choses, de parler de choses intéressantes et de rencontrer des personnes passionnantes. Et on a plein de choses qui se préparent. On devrait vous les balancer assez vite pour pouvoir vous permettre de nous rejoindre le moment venu. Mais voilà, en tout cas, on a très hâte, pour être franc, de dormir un peu, mais surtout après de vous balancer ces infos. Ça va être très cool. Et puis voilà, du coup,
De quoi qu'on va parler aujourd'hui? Bah, on commence par Camille. Ben tiens, Mais haha, oui. running gag. Changer. Et moi, je vais vous parler d'Aïe. Voilà. Voilà. Die, D'Aïe, exactement. Voilà, D'Aïe. comme la gousse. Oui, comme bah, la die, mort en anglais. Ou non. Non, D'Aïe, La gousse. l'aliment. Ok, très bien. Voilà. Très bien. Et ben voilà, faisons comme ça. Voilà. Après, ce sera Maria. Et moi, je vais vous parler des dragons du Komodo. Trop cool, on a trop hâte. Tu nous as un petit peu teasé. et- Oui. Après, ce sera Juan. Oui. Tu vas nous parler de Un petit animal mignon. Le Ku Klux Klan. Ah ouais, un petit animal qui a une C'est- seule oreille pointue et blanche. Exactement. Ouais, Le je cousin vois. du hamster. Ouais. Mm. Ouais. Ouais, ça pue. Comment dire, c'est un nuisible un peu, non? Un petit peu, ouais. Ouais. Il est C'est le bruyant. cri qui est assez Ouais. désagréable. Il a pas peur du feu, ce qui est un peu chiant pour un animal. Je comprends. Mais bah écoute, j'ai hâte. Et personnellement, je vais clore l'épisode avec l'effet Barnum. Peut-être que certains et certaines d'entre vous le connaissent. Oh, vous le connaissez tous, mais vous connaissez pas forcément son nom. Voilà, vous avez forcément lu un truc qui est lié à l'effet Barnum. Je tiens à faire un tout petit disclaimer avant de lancer Camille. Ouais, je poucave. Vas-y, disclame, frérot. Je poucave ce qui se passe en off. Si je dis Mayra à la place de Maria, c'est à cause de Maria et Juan qui n'arrêtent pas de dire Mayra depuis tout à l'heure pour que je me trompe. Mais j'essaierai de ne pas faire On peut l'erreur. changer, hein, je suis pas très attachée à ce prénom, c'est seulement celui de ma grand-mère, donc Ah, c'est horrible. Enfin, c'est horrible, non, c'est très bon. Mais... merci pour Du coup, José, ça passe. c'est cool. Non, mais Maria, je vais y arriver. Et sur ce, bah écoute, on ne passerait pas au sujet de Camille. Allez. Allez. Qui sentait l'ail. Mais quoi de mieux qu'un petit Dario Moreno pour se mettre en joie? Magnifique Tout. jingle. Tout le reste de l'histoire de l'humanité. Mais absolument. Je dois avouer que juste avant, j'avoue mon erreur, j'avais complètement confondu avec un petit Enrico Macias. Mais oui, oui, Zai, honte à zai, toi. zai, zai. Mais bon, bref, vas-y. Non, là, c'était un petit Dario Moreno. T'as très mal chanté. Oui, Oui, ça, c'est mais vrai. qu'est-ce qu'il y a de C'était pire la pire chose. Mal chanter Enrico Macias ou bien chanter Enrico Macias? Bon, sur ce, pardon, on arrête de t'interrompre. Très bien, Après formidable. toi. Oui, parce que là, j'ai même pas encore commencé, donc chut. Alors, l'ail, donc ne me demandez, C'est déjà drôle. ne me demandez pas pourquoi. C'est comme les nains de jardin, ça m'est venu comme ça. Non, mais Un matin dans le RER, C'est Comme une mauvaise illumination. haleine. En quelque sorte, voilà. Donc l'ail, elle vient d'où? Elle date de quand? Alors, elle vient d'où? Bah déjà, c'est féminin. Il? Je sais pas, c'est toi. La Je sais pas, gousse. on la dit, gousse, bah elle ouais, dit une tant. gousse d'ail. Non, mais très bien, moi je pose des questions, je Bah, m'intéresse. ouais. Moi, Ok. je dirais elle. Ouais, c'est une gousse d'ail, oui, c'est une dame. Allez, hop. Ok, très Madame bien. Aïe, elle vient d'où? Allez. Elle Pareil. vient d'où? Je dirais Amérique du Sud. Que nenni. Ah, que Nenos. Ouais, Caninos, Non, ouais, j'ai c'est pas la vrai. réponse. du Hein, je tout. fais le malin, mais. Il vient de la Eh cuisine. bien, je sais elle vient d'Asie centrale et notamment de tous les pays en stan. Ok. pas. Stan qui veut dire le pays, si j'ai pas de bêtises en Ouais, plus. ouais. Ouais. Donc tous les pays du pays, ouais. Mmh. Voilà, tous les pays du pays qui finissent en stan. On donc dira qui à finissent- Stan Islas qui était venu nous voir. Et l'être humain l'utilise depuis environ moins 4000. Donc ça Ok. commence à dater. C'est Voilà. avant le Moyen-Âge, ça, du coup. Ah, c'était moult temps avant le Moyen-Âge. Mmh. Voilà. 4000, c'était même avant l'Égypte antique. Enfin, pendant. Ah oui, pardon, ouais. Oui, absolument. Et donc, en fait, justement, elle va voyager un petit peu via le biais des premiers commerces et elle va arriver assez rapidement en Égypte antique. Et alors là, on l'utilise absolument partout. C'est assez fabuleux, c'est-à-dire qu'on va s'en servir dans les rites de momification. Mhm. On va en dessiner, alors ça je savais pas du tout, sur les sarcophages. On a retrouvé également des gravures d'ail dans les pyramides, parce qu'apparemment l'ail c'est un aliment qui aidait le défunt à passer vers l'au-delà. Bah oui, bah écoute. Ouais, non, mais Je- ça se voit pas au micro, mais je fronce beaucoup les sourcils. mais très bien. tu fronces tellement les sourcils que tes yeux ont disparu, mais voilà. J'essaie d'imaginer le Aucune truc. blague. Et durant l'Égypte antique, on constate que en fait, l'ail, elle donne de la force, du dynamisme, Ça la vient- patate. Et comme dirait la grande Elle, Sophie, c'est- du courage. C'est peut-être tout bête, peut-être qu'on dit. Ah, on que c'est dit- féminin. en On fait. dit le ail. Je sais pas, mais ça me perturbe. Alors, On dit l'ail. mais oui, mais je dis quoi? Il alors? Je Tu ne préfères sais que je pas. dise il? Je ne sais pas. Peu importe. Ok, bon bah Jean-Maurice Aïe, du coup, on se rend compte qu'il... en fait, toutes les 5 minutes, je vais changer si ça te va. Ça me plaît. Ok, parfait. Donc, Par Il contre, tu donne vas de la- dire Yel, s'il te plaît. Non, aïe, c'est très bien. Allez. Ok. non mais Aïe masculin ou féminin? Alors, Non, mais d'après- Yel, c'est voilà. vrai, c'est une bonne idée. hein. D'après Je pense qu'il faut lui Internet, demander. c'est masculin. Voilà. Mince, bon bah je suis désolée. Je peux Désolé, recommencer? Sophie Aïe. Allez.
Spéciale dédicace à ma sœur qui dit de la Nutella. Voilà. La banque, Chacun. elle meurt. Et donc l'ail, il est donné, non c'est bizarre, aux ouvriers lors par exemple des gros chantiers, notamment des constructions de pyramides. C'est-à-dire qu'on blinde les ouvriers égyptiens d'ail à la fin du repas, de rations d'ail, parce que ça donne de la force, de la vigueur, du pouvoir. Cru Et... comme ça, vraiment. Ouais, comme ça, d'accord. à même la gousse. Ils devaient pas trop se parler entre eux aussi, ça Ah bah, devait augmenter la j'espère productivité. Peut-être. J'espère pas. Et justement, c'est Hérodote qui nous raconte que l'ail est au cœur du premier conflit social, en fait, étant donné que lors de la construction de la pyramide de Khéops, eh bien, Pharaon avait ordonné, alors je sais pas pour des raisons X ou Y, qu'on supprime les rations d'ail, et donc les ouvriers s'étaient mis en grève parce qu'ils tenaient à leur ail. Vraiment Oui, oui. formidable. C'est incroyable. Bah, on se bat pour ses, pour ses acquis. Hein. Bah oui, alors voilà, aujourd'hui les gilets jaunes, mais Hier. Et hier, hier les ouvriers égyptiens. Punchline moyenne. Voilà, pour l'ail, non mais je trouve ça absolument incroyable. Voilà. Donc on lui reconnaît des pouvoirs un petit peu mystiques, etc. Moi j'aimerais beaucoup aller visiter les pyramides de Khéops, voilà, pour découvrir les petits dessins de Goustaï. Et justement, on a découvert vers moins 3500 on a découvert en Égypte des représentations de Goustaï en terre cuite qui datent de moins 3500. Donc je sais pas si c'était pour décorer des habitats. on est d'accord que c'est un vrai sujet. Hein. Oui, c'est un vrai sujet. Non, c'est sûr. C'est pas le sujet du Non, 1er c'est pas avril ou- non, c'est pas un troll, c'est un vrai sujet, voilà. Ok. Donc voilà. Non, mais ça égaye un intérieur quand même, les gousses Ah d'ail. bah, Ah bah oui, C'est moi comme les vampires. non mais c'est archi chaleureux, mais bien sûr. Alors pendant ce temps, en Grèce, on appelle ça la rose puante. bah, ça mérite d'être clair. Hein. Et c'est un peu moins populaire, c'est-à-dire qu'en Égypte, on aime bien, vraiment. En Grèce, un petit peu moins. Alors on prête à nouveau à l'ail des vertus fortifiantes, de puissance, etc., que ce soit en Grèce ou même à Rome, étant donné que à Rome, c'est un aliment qu'on va rattacher à Mars, le dieu de la guerre. Donc autant vous dire que c'est un aliment viril. Et donc en Grèce, en fait, on va en donner aux soldats avant les batailles, on va en donner aux athlètes avant les compétitions sportives. Voilà, ça, ils en consomment énormément. Mais c'est quand même un aliment qui est un petit peu pointé du doigt par les sociétés aristocrates, etc. Et donc, par exemple, si tu as consommé de l'ail, eh ben, tu peux pas aller au temple. Ouais, je Sérieux trouve ça, ouais, pendant une période d'1 semaine, par exemple. Une semaine Ouais. Ah, mais ils se brossaient pas les dents en même temps. tu Ouais, vois. c'est pas plus choquant que de pas pouvoir y aller à cause de tes règles, comme tu le disais précédemment. Ah oui, C'est putain, vrai. c'est pas faux. Mais donc du coup, bah voilà, c'est pas très très apprécié. Les Grecs, hein, c'est vraiment les Grecs qui ont un énorme problème avec l'ail. Les Romains apprécient un petit peu plus parce que on y voit plus le côté condiment, enfin épices, etc. Ça rehausse un petit peu le goût. Mais voilà, les Grecs n'aiment pas du tout l'ail. Au Moyen-Âge, ça commence à changer un petit peu. On a notamment Charlemagne, donc à l'époque des Carolingiens. C'est quand les Carolingiens ? 1005, 1006 Oui, ouais, 700, 800. Et donc, Bah, mais j'ai fait C'est x2. presque la moitié. C'était un Oui, week-end c'est vrai. promo. Bien ouais. t'étais à 700 ans d'y être. Et donc, on a Charlemagne qui va être un souverain qui va croire tout à fait aux vertus différentes que peut avoir l'ail, vertus médicinales, etc. Et donc, lui, il va en faire planter un peu partout dans ses jardins. L'ail, c'est ce qui est plutôt sympa, c'est que ça se cultive absolument partout, ça supporte absolument tout, c'est presque une mauvaise herbe de ce point de vue-là, même si ça aime bien les climats doux, mais sinon, voilà, que ce soit dans le sud de la France, dans le nord, dans les Alpes, tu peux cultiver ton ail. Ah, excuse-moi, tu disais, c'est quel personnage qui a surkiffé là Charlemagne. Charlemagne. Ok. Voilà, Charlemagne, il trouve que c'est pas mal, donc il va en faire pousser dans son jardin. Et son fils, Louis le Pieux, va même faire un décret pour imposer la culture d'ail dans tous les jardins royaux Oh là, de l'Empire carolingien. Ça me plaît. Donc c'est quand même pas mal. Et à côté de ça, en Espagne, quelques siècles plus tard, on a Alphonse III de Castille, qui au XIVe siècle, lui, voilà, il aime pas trop l'ail, donc en fait, il va faire un décret anti-ail en Espagne. Il y a vraiment que ça. Exactement. C'est la guerre de 100 ans. Et donc en fait, il estime que les chevaliers ayant consommé de l'ail ou de l'oignon, voilà, l'oignon c'est pas bien aussi, Ok. eh bien n'ont pas le droit de paraître à la cour pendant 40 jours. Je trouve ça assez dingue. Mais comment tu vérifies sur ça J'ai Bah, j'ai franchement, posé une j'en sais question rien. qui est vraie. Ils ont des éthylotestes à ail soufflés dans le truc. Alors, je jure que c'est pas du tout une blague. Est-ce que c'est pas ça qui est à la base de la légende du chevalier à l'oignon, un truc comme ça? Il y a un truc de chevalier oignon. Alors comme il y a chevalier et oignon dans le même truc, j'imagine. Mais Si, mais il y a, Mais il y a c'est un... quoi l'histoire du chevalier oignon? Je sais plus, j'ai pas un truc enfin j'ai plus le truc en tête, mais c'est une grosse référence. Ah bah j'ai hâte de redécouvrir écoute, l'histoire du chevalier oignon. je chercherai ça. Ah bah écoute, alors là avec grand plaisir. Et
Non, mais si, il y a un truc. Et j'ai pas fait Aidez-moi la à blague. rebondir là-dessus, merde. Mais j'ai. et C'est j'ai- pas dans les Monty Python. Ouais, grave. je me mais- trompe complètement. Non, Ouais, en vrai, ça me parle aussi. Ouais. Mais comme on n'a pas plus d'informations à apporter, je propose. Peut-être un prochain Non, c'est pas sujet. le grand pot-au-feu dans le donjon de Nalbuck. C'est Non, pas non, ça. mais Non, c'est pas d'accord. le chevalier Jedi. Vas-y. Et donc, non seulement il n'a pas le droit de ce chevalier qui a mangé de l'ail, il n'a pas le droit de paraître à la cour pendant un mois, mais en plus, il n'a pas le droit d'adresser la parole aux autres chevaliers, à ses Oui. poteaux pendant plus d'un mois, pendant 40 jours. Ça fait sens. Donc 40 jours, il faut le savoir, c'est à cette époque-là la durée du deuil qu'on impose à une veuve de roi de France. Donc t'as mangé de l'ail, c'est la même durée d'exclusion, quoi. Ok. Tu pars. Et au Moyen-Âge en France, pendant ce temps-là, on consomme énormément d'ail, c'est un aliment qu'on aime bien. On va prêter à l'ail tout un tas de vertus, notamment on utilise l'ail pour guérir de la peste. Alors je vous garantis pas que ça fonctionne, si vous avez la peste, vous frottez pas le cou avec des gousses d'ail, je suis pas sûre que ça marche. On teste ce week-end. J'ai un cousin. Non, c'est faux. En Franche-Comté, non c'est faux. Donc on raconte également que l'ail ça guérit de la surdité. Quoi? Ah, Donc je sais pas si ça fonctionnait beaucoup, à mon avis les médecins d'aujourd'hui nous l'auraient dit. oui, Mais, oui. bon, Ou sinon, paraît-il. on est passé à côté d'un truc, c'est les lobbies pharmaceutiques, quoi. Oui, voilà. Et donc, on raconte également au Moyen-Âge que l'odeur de l'ail, qui est quand même assez marquée, poussée, eh bien, elle est tellement virulente qu'elle éloigne également les mauvaises choses. Donc, en fait, on va dans les villages faire des colliers en gousse d'ail aux enfants. On va leur mettre autour du cou. Donc, les pauvres gamins, ils veulent juste aller jouer à la marelle. Et puis, maman, elle leur met un collier d'ail autour du cou. Et c'est pour éviter qu'ils se fassent enlever par les sorcières. Et ainsi Oui. naquit le hip-hop. Voilà. Donc, voilà, c'est pour éviter qu'ils se fassent enlever par les sorcières. Bah, ils ont bien raison. Bah oui, et puis visiblement, ça fonctionnait. Voilà. hein. Est-ce qu'ils se sont fait enlever par des sorcières? Bah non, je ne crois pas, étant donné qu'ils étaient là pour nous le raconter. Donc c'est que ça a marché. Voilà. Voilà. Alors, qui va introduire l'ail en... Ma grand-mère, j'ai la réponse. non, dans le Nouveau Monde, aux Amériques? Ma grand-mère. Christopher Columbus. Mais yes, sure, of course. C'est Christophe Colomb, parce que je vous rappelle que Christophe Colomb, il est parti sur son bateau avec de la canne à sucre. Le mec, il a tout emmené. Hein. C'était l'Arche de Noé, son truc. Et ben, il a dit, vas-y frère, je prends aussi des gousses d'ail. Et donc, il va planter de la gousse d'ail à Saint-Domingue. Et il va essayer d'en répandre un petit peu partout. Mais l'ail est très très peu consommé jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, notamment en Amérique du Nord. Parce que je ne saurais plus vous dire exactement. Enfin, Ça si. se mariait mal avec le tapioca. Non, mais les protestants et donc les États-Unis, l'Amérique un petit peu puritaine, ont beaucoup de mal avec l'ail. Ok. Mais c'est une Ouais, question de goût. parce que Ok. non, mais il y a un truc démon. Je crois qu'ils ont, satanique ils ont ou- du mal avec les nourritures qui excitent le corps, non? Ouais, je pense qu'il y a de ça Comme aussi. les- Et justement, peu de temps après Christophe Colomb, on va découvrir que l'ail c'est un aphrodisiaque. Ah, et ben voilà. Voilà. Alors, effectivement, l'ail. Pour dire ce que j'ai dit sur ma grand-mère. L'ail est effectivement un aliment aphrodisiaque. Alors après, il faudra en consommer des tonnes et des tonnes et des tonnes pendant très longtemps pour que ça ait un effet clairement visible sur Et puis votre à corps. deux, quoi, parce que tout seul. Quand tu dis un effet Tu vas clairement tu vas visible, t'aphrodiser veux dire tout une seul, érection, quoi. c'est ça? Non, j'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas pour qu'on se rende vraiment compte de quelque chose, quoi. Et donc on avait par exemple en France le roi Henri IV au début du XVIIe Ah, mais c'est ce siècle, que j'avais en tête. Oui. ouais, qui en mangeait une gousse par jour. Mais lui, alors c'était lui le Vergalant? Oui, c'était lui le Vergalant. Mec Et, qui se lève avec du miel et qui bouffait des Ouais, gousses d'ail. C'est tout à fait ça. Et donc il mangeait une gousse d'ail crue par jour. Et on raconte qu'il avait eu une haleine à terrasser un bœuf à 20 pas. Bah là, oui. C'est ce que ses contemporains disent de lui. Mais ça n'a pas empêché d'avoir des maîtresses à tir-larigot. Donc il Ouais, faut parce croire qu'il avait de que- la thune. Oui, non, mais apparemment moyen. c'était un bon amant. Ah, C'est-à-dire qu'on a. je sais voilà. pas. Et apparemment, J'avoue c'est-à-dire que c'était vraiment Mimi Cracra, le mec, c'est le roi de Ok. France le plus Bah, crade tout le monde qu'on ait eu. était Mimi Cracra, je pense. Mais, à cette ah, lui, époque-là. il était au Son top, amant quoi. pourrait Ok. potentiellement inventer la levrette. Hein, On est, on Ou est-ce qu'il y a un lien? On sait Bah, pas. après, ça reste moins pire que les maîtresses de Louis XIV qui se mettaient des mouchoirs imbibés d'huile essentielle de lavande sur le visage pour pas sentir Les la dents. laine Eh de, oui. de Louis XIV. Les Ouais. dents la pourries, vache. pauvre garçon. Donc, il avait un L'hygiène, trou dans c'est le moins palais, des choses, surtout quoi. hein, le pauvre chaton, ouais, une carie qui a mal tourné. Et et c'est vrai en plus. Donc voilà. Bref. Donc voilà, on va raconter que c'est aphrodisiaque. Alors, par la suite, l'ail, voilà, on va la consommer assez régulièrement. Aphrodisiaque.
on va le consommer, je suis vraiment désolée, de façon assez régulière. Mais là, j'ai 26 ans de ma vie à rattraper, à dire-le, tu vois, c'est très très dur. Écoute, faut bien commencer un jour. En Franche-Comté, on dit là. C'est tout. Et ben, des fois de plus, bouge pas, je note. Vas-y, Ah, continue. merde. Alors, on a, par exemple, on a Napoléon qui, lui, a une mauvaise aventure avec l'ail. C'est-à-dire que Napoléon, je crois que c'est en 1812 ou 1813, il a la victoire de Dresde. Voilà. Donc, il faut une petite pâtée aux Prussiens Calme. et pâté à aux l'ail. Autrichiens. C'était un pâté à l'ail, exactement. Excellent. Et en fait, il devait continuer à s'enfoncer en territoire ennemi et rejoindre un de ses généraux ou un de ses maréchaux et le soutenir dans une guerre contre les Autrichiens. Et donc, il lui dit, allez, vas-y, je vais lui prêter main forte, on va vraiment leur mettre une énorme branlée. Il y va comme ça à cheval, exactement, tacalac, tacalac, tacalac. Camille fait le cheval avec comme si elle tenait des rênes. Voilà. Ok. Il y va. Et là, oh là là, douleur d'estomac, mais de folie, quoi. Quelle histoire. Ouais, mais c'est l'histoire. Catastrophe. Ah, mais voilà. Ah, il se sent pas bien, alors tout le monde s'inquiète. Oh là là, empereur, vous vous sentez pas bien? Il fait, oh, bah non, je me sens pas bien. Ah, son cheval, Trop de balles en étoile de shérif, c'est une catastrophe. son cheval a fini tout acheté, c'est un carnage. Hein, Oh, c'est terrible, hein. Il a des nausées et tout. Enfin, pas bien, tu vois. pas la grosse pêche, quoi. Non, pas la pêche. J'ai Les l'impression vacances étaient ratées. J'ai l'impression qu'on est en train de refaire un sketch des nuls, quoi. On peut parler d'un week-end plutôt nul. Et donc, non, en fait, il perd connaissance, il est obligé de rebrousser chemin, on l'amène à l'hôtel et Oh, tout, le et tout le monde se pauvre. dit, mince, l'empereur est empoisonné que ça. Bon, en fait, c'est juste que la cuisinière a mis de l'ail dans le ragoût et qu'il digère pas. Non, un peu cher. Et donc, du coup, il a pas pu aller aider son général. Et, Il s'est fait rosser. et ouais, exactement, on s'est pris une branlée. Et Napoléon considère que du coup, C'est la faute à l'ail. et ben non, mais toute la suite de la défaite de sa carrière politique, enfin jusqu'à Sainte-Hélène, est due à de l'ail. Attends, mais c'est un scoop, ça. Non, mais ça, c'est ce qu'il a raconté apparemment à un de ses valets de C'est un chambre. scoop, je ça ne veut sais dire pas. que s'il n'avait pas bouffé d'ail, il aurait pu aller au combat, il aurait peut-être gagné, et Oui, enfin. victoire sur victoire. Si j'avais fait les Et nages, toute je l'Europe pourrais être serait président de la République, quoi. Enfin, Oui, je- par contre, Voilà. la Si maintenant douche, on t'en appelle avais. ça une excuse de merde. Hein, mais Bon, du coup, il a fait pendre la cuisinière ou pas? Est-ce que l'histoire le dit? Non, je Ok. pense pas. Oh, Non, c'était pas son Morissette, genre. elle était sympa. Ah, Ouais, non, c'était mais pas c'est son le- genre à Napoléon. Ouais. Non, il était sympa. Non, il était plutôt cool. Donc voilà, et une dernière petite anecdote historique qui m'a bien fait marrer. Elizabeth Taylor, vous voyez qui c'est? Oui. Oui. Elle est là ce soir d'ailleurs. Bonjour, c'est Elisabeth. Hello, c'est Liz Taylor. Donc une actrice américaine Ah, qui était très très jolie et qui, ok. bah, je crois qu'elle n'est plus de ce monde du Ah, tout. Hein. c'est possible. Je pense, ou alors elle est sur la génération de Lynn Renault. Elle est potentiellement totalement morte. Voilà, je pense. Et donc, Elizabeth Taylor, comme elle était très très belle, tu sais, les scènes de baisers, de French kiss et tout, souvent, elle trouvait que les acteurs avec qui elle jouait en profitaient un petit peu et étaient un peu insistants. Et donc, Oh, ouais, malin, elle s'enquillait malin. des gousses d'ail à longueur de journée pour être sûre que on prenne pas trop de plaisir dans sa bouche, quoi. Ah. Oh, Camille. Non, mais l'anecdote était intéressante, mais. T'es viré. Non, mais l'anecdote était bien, mais là, ça dérape. Choquée par moi-même. Je me suis auto-choquée, excusez-moi. Mon Dieu. Bon, ce sera le dernier épisode. Pauvre Babette. Il est vraiment temps qu'on prenne des vacances. Reprenez, madame. Et donc, Et avec respect. donc, il y a tout un tas de croyances autour de l'ail. Donc, comme, deux histoires de sirènes. donc, comme je vous l'ai dit, au Moyen-Âge, on racontait voilà, que ça protégeait des démons, des sorcières, de la peste, de la maladie, de l'épidémie, de la folie. On raconte que les marins devaient toujours en amener sur les bateaux pour se protéger des tempêtes et des monstres marins. Les mecs, vraiment, ça tenait à peu de choses leur confiance en eux. Ils voyaient un requin, ils lui balançaient des gousses d'ail à la gueule. Tu sais. Faut viser l'œil en fait. On a oublié le persil. Et bien sûr, il y a l'éternelle légende des vampires et de l'ail. Je vais clairement pas m'attarder parce que j'ai trouvé à boire et à manger sur internet, mais absolument dans tous les sens. J'ai pas trouvé quelque chose de plus crédible. Alors il y en a qui disent que ça vient justement du fait qu'au Moyen-Âge on pensait que ça protégeait des sorcières et donc on a repris le symbole quand on a créé le vampire. Il y en a d'autres qui disent que ça vient de l'Égypte antique étant donné que c'était très très proche, que c'était un aliment qui était très rattaché à la mort. D'autres qui disent que c'est comme l'ail fluidifie le sang Ah oui. et débouche les artères. Du coup voilà, on le rattache au vampire à cause de ça. Bon, il y a prenez la version qui vous
plaît le plus. Je pense pas qu'ils avaient pensé au côté anticoagulant à l'époque. Bah, mais par contre, ça a des Bah, vraies, ça va. on va dire, vertus antiseptiques, je crois, un truc comme ça. Oui, l'ail, ça a tout un tas de vertus. Parce qu'en fait, c'est un aliment qui est très très riche. C'est assez riche en calories, l'ail, faut le savoir. Et du coup, c'est riche en vitamines, c'est riche en minéraux, c'est riche en tout un tas de trucs. Et ce sont des bons minéraux et des bonnes vitamines. Donc en fait, du coup, c'est en quelque sorte un super aliment. On en est là. Mais non, les super aliments, vous voyez pas ce que c'est ? Si. Oui, bah voilà. Donc c'est en quelque sorte un super aliment. Et donc, mais par contre, il faut la consommer. Si vous voulez profiter de toutes les vertus de l'ail, il faut la consommer plutôt crue Ouais. et pas cuite. Le- Voilà. Sinon, vous perdez un petit peu tout. Donc l'ail, ça fait quoi ? Eh bien, on dit que c'est antiseptique et antibactérien. Alors après, si vous vous amputez la main, mettez pas des gousses d'ail dessus. Ouais. Voilà. Mais apparemment, Alors, là-dessus, ma c'est pas grand-mère- trop mal. Ta grand-mère ? Non, c'est faux. Non ? D'accord, très bien. C'est top pour l'hypertension. Et alors là, Ah, c'est oui, pas mon malin. père qui vous dira le contraire, étant donné que mon père elle Mort. détient mais il détient le record du monde de mangeage d'ail. Et aujourd'hui, Oh, il c'est si faux. a plus aucun. Non, mais il en mange beaucoup et apparemment, il a plus de problème de tension. Après, c'est ce qu'il me dit, mais bon, Eh c'est ben, la tant mieux Franche-Comté. pour lui. Bref, voilà. C'est anti-cholestérol. Mais alors, une fois de plus, il faut que ce soit consommé de façon régulière sur au moins 6 mois pour que les effets soient bénéfiques. Voilà. On raconte également que ça prévient énormément les cancers des voies digestives. Donc estomac, côlon. Ah, moi, ça. j'avais plutôt l'impression que ça les effondre, quoi, mais. Ah non, ça les prévient. D'accord. Ouais. Attends, mais tu bouffes 1 kilo d'ail par semaine pendant 6 mois. Oh. Non, mais il faut pas en manger 1 kilo. Ah, même 200 grammes. Mais bon, non, Oui, mais je ouais, m'avance voilà. peut-être, j'essaierai. Voilà, écoute, essaye. Hein. C'est un très bon vermifuge naturel. Ça tue tous les parasites et vermifuges qu'on a dans le corps. Oui, alors, donc ça déboîte toutes les bactéries que tu as dans le corps et ça prévient du cancer. Mais non, mais Bah, c'est un super aliment, elle l'a dit. hein. C'est vrai. exactement. Elle a mis Alors- un turbo-aliment. C'est apparemment, moi j'ai jamais osé essayer. C'est anti-acné. C'est-à-dire si vous avez un petit frotter. bouton, Bon, on a ouais, passé- apparemment faut ouais, frotter. on a Ah, plus ou c'est moins pas passé impossible. notre période Je- difficile, oui, si voilà, certains mais auditeurs faut- veulent essayer. Voilà, vous nous enverrez des photos Alors, tu ne vas pas de vous avec un masque à l'ail. Tu ne vas pas pécho des masses, on va pas se mentir. C'est également anti de maux de gorge, et ça c'est vrai. Oui, Et ça fonctionne très très bien. oui. Ok, Oui. mais tu fais quoi? Tu fais une infusion? Ouais. Ouais. Ah, putain, je savais pas du tout. Et alors ça c'est une tuerie. Non, sérieux? Non, Ah c'est oui, pas oui. bon par contre. Ah non, c'est pas bon, mais plutôt c'est une dégueu. tuerie parce que c'est Ouais. archi efficace. Ah putain, je sais pas du tout. Ouais. Écoute. Tu mets du miel avec, ça passe. Absolument. Ah oui, ouais, du coup. Et du citron. Aisé. Et du thym. Et ça masque bien. Et un du peu de thym. rhum. Et un peu d'ordi. Et alors là, t'es vachement bien, quoi. C'est également anti-verrue. Alors, je n'ai pas testé, étant donné que Ah oui, c'est vrai, on l'a la dit. seule quand- verrue que j'ai eue dans ma vie, j'avais 8 ans, donc j'avais pas la... On dit Ah, un bah, ail, t'es mais pas obligé une de te la verrue. péter. Merde. Et donc voilà, ça a tout un tas de vertus. Et alors moi, du coup, je me suis demandé aujourd'hui, mais où est-ce que, par exemple, quand on achète de l'ail en sachet, d'où est-ce que ça vient? Enfin, quel est le pays qui produit le plus d'ail au monde? Est-ce que vous le savez? Ah bah, ça doit être marqué dessus. Kazakhstan? Non, Du... non, pour le coup, je m'en serais pas douté. Roumanie. Non, c'est la Chine. Ok. Bah, Bah, j'aurais pas spécialement cru. Mais c'est la Chine, les États-Unis en deuxième et les pays méditerranéens en troisième. Voilà, c'est bien. pas trop mal. Donc voilà pour l'ail, mais tout ça pour vous dire mangez-en parce que c'est non mais C'est bon pour le c'est corps. plein, enfin c'est plein de bonnes choses. Pour mettre dans les C'est un salades, truc de dans les dingue. vinaigrettes, Ouais, dans les brochettes, dans le gigot. absolument. dans les boulettes. Dans les boulettes. Mais si, c'est vrai. Tu peux piquer le gigot. Ceci était un message du lobby de l'ail. Oui, c'est bien, c'est discret nos petits sponsoring. Ça passe nickel. Faut bien manger. hein. De l'ail. Du coup, Voilà. Bah merci, écoute, on a Oh, pris, bah, ça m'a fait plaisir. on a appris plein de petits remèdes. Moi, elle parlait d'un remède, je crois que c'était une connaissance bulgare qui m'avait dit quand t'as un rhume, je crois, tu prends des pommes que tu coupes en petits morceaux, tu coupes de l'ail avec et tu manges ça tel quel cru. Et c'est potentiellement un peu fort, mais par contre ça te requinque sa Ouais, race. parce que il n'y a pas de remède contre le rhume, sinon on le saurait. Oui, mais du coup c'est censé, je sais pas, peut-être que c'est juste si t'es assez chaud pour affronter de l'ail cru, peut-être que. bah, si ça te tue pas, c'est sûr que tu. Mais il paraît qu'un être humain qui consomme régulièrement de l'ail, genre une fois par semaine ou quoi, a moins de chances d'attraper la grippe. La grippe, la vraie grippe, parce qu'en fait ça renforce On l'immunité. est l'ail. vachement sur du Ah. il paraît depuis tout à l'heure quand même. hein. Mais non, mais je vous dis, il paraît parce que moi je n'en sais rien. Je n'ai D'accord. pas essayé sur moi-même. Enfin, après, moi je mange beaucoup d'ail. Et t'as pas eu la grippe? Non, je l'ai Eh ben jamais eu voilà. de ma vie. Ah bah Eh ben voilà, voilà. je pense que la Voilà. science est là. Exactement.
Bon, sur cette précision scientifique, magnifique sujet, C'est merci. mon immunité franc-comtoise. Nous allons passer au sujet de Maria. Faisons comme ça. So we've just spotted Komodo dragon. We're gonna try to get up on it. Dragon, il n'y a pas de lézard, nous ne parlons pas la même langue. Avec sa queue, il frappe. Il ne s'agit pas encore de ce maudit dragon, j'espère. Magnifique jingle. Merci. Alors moi je vais vous parler du dragon du Komodo, de son petit nom le Varanus komodoensis, comme tout le monde le sait. Toujours Bien dans sûr, précision. je le savais. Alors j'ai choisi ce sujet parce que je le trouve absolument fascinant et j'aime beaucoup les créatures un petit peu mal aimées qui sont... Enfin, il y a beaucoup de mythes en fait autour du dragon du Komodo et je pense qu'on va s'intéresser à ça aujourd'hui. Alors c'est le plus gros et le plus grand lézard du monde. Est-ce que vous savez de quelle est en fait de quelle famille il est? Des varans. Mais c'est pas un dinosaure plus ou moins? Enfin, c'est pas un truc Ah. qui était là genre il y a archi longtemps, genre à l'époque des dinosaures? Oui, effectivement. C'est un fossile vivant. En fait, ses écailles sont fossilisées. Donc, Sérieux? Ouais, c'est un mélange entre une montagne et un animal. Ouais, et on est sûr que c'est pas un caillou? Bah, juste dans le doute. Non, déplace parce avec que le vent quand il t'attaque, crois-moi, tu sais que c'est un animal. Ah, qu'est-ce que tu entends par famille d'animaux? Je voulais que vous me dites varan, en fait. Ah oui, d'accord. Ah, oui, Ouais, donc, tout varans. simplement. Varans, ça passe. Là, ça va. Ok, cool. Donc, est-ce que vous savez où il vit? En Asie du Sud-Est, non? Oui, plus précisément. En Malaisie. C'est pas l'île de Komodo? Ouais, il vit en Indonésie. On trouve des varans dans toute l'Asie du Sud-Est, notamment en D'accord. Malaisie, tu as raison. Mais le dragon du Komodo vit sur l'île du Komodo, mais d'autres îles aussi autour. Donc l'île de Flores, par exemple. Entre autres, il fait 3 mètres de long, enfin jusqu'à 3 mètres de long. Donc, 3 putains de ouais. mètres, quoi. bon, il y a la C'est queue un évidemment, alligator, mais le truc, c'est Ah quand même ouais. assez grand. Et il est jusqu'à à peu près 70 kilos. Donc c'est quand même un beau bébé. Donc il est plus grand que moi, plus lourd que moi, et il est plus vieux que moi, et il a des écailles en fossile. Voilà. Mais t'es un peu plus beau, si ça peut te rassurer. Oh. C'est gentil parce que c'est un lézard quand même, mais c'est Bah gentil. ouais, quand même. je t'en prie, je suis perdue en compliments. Donc, Il vit combien de temps? alors il vit assez longtemps, jusqu'à à peu près 70 ans. Oh la vache! Ouais, donc il peut commencer à cotiser à la retraite, donc Et- ça, c'est assez cool. Hein. Et bébé, c'est mignon? Eh bien non, T'as déjà vu un caillou non, pareil? non, c'est assez laid. C'est un stromon Ah. total. t'en as Mais déjà surtout, vu c'est ou pas très mais compliqué d'être un bébé. bébé. Non, mais même pas bébé, c'est un stromon le truc. Alors, ce qu'on n'a pas dit par contre, c'est que tu avais eu l'occasion d'en voir en voyage. Oui, je suis allée en Indonésie parce que je faisais un voyage à moto et on s'est arrêté pour faire de la plongée parce que c'est très, enfin toutes ces mers-là sont très connues pour la plongée sous-marine et c'est vraiment magnifique. Et sur l'île de Komodo, on trouve le parc naturel du Komodo où on peut voir des varans en liberté. Et c'est très impressionnant. C'est vraiment J'imagine. Cool, très ouais. gros. Et je faisais pas trop la maline. Ah oui, oui. T'en as pas ramené un? Si, il est juste à côté de toi. C'est moi ça. Mais, wow! Oui, j'étais plus beau qu'un varan. Et donc, ouais, donc c'est vraiment très gros. On peut se balader dans le parc avec des gardes forestiers et des gros bâtons vache. pour aller les voir. Et l'entrée du parc va bientôt, enfin dans 2 ans, augmenter de manière drastique en fait. C'est le gouvernement indonésien qui a pris cette décision pour protéger en fait la faune et la flore. Et quand je dis drastique, c'est à peu près 250 € en fait pour aller les voir. Waouh. Putain, Ah. mais- Ouais. Maintenant c'est autour de 25 €, mais voilà. Ah oui, donc c'est clairement. Ouais, drastique était bien utilisé, Ouais. quoi. Ouais. Drastique, ça veut dire x10. On l'attend. Non, mais du coup, c'est bien parce que ça va les protéger, mais ça réduit aussi le tourisme à des personnes qui ont les moyens, en fait, Ouais, tout simplement. Donc voilà. Alors, donc je vous ai dit que c'était le plus gros et le plus grand lézard au monde, et sa taille inhabituelle est attribuée au gigantisme insulaire. Est-ce que vous savez ce que c'est? Vous pouvez deviner. Gigantisme insulaire. La grosse île? Pas J'allais dire le fait Il y a d'habiter Il y a sur les une bons île. mots, ouais. mais pas dans le bon sens. Le fait d'être dans un espace restreint fait augmenter la taille des espèces. Et très bravo. Je suis très Il y impressionnée. avait Juan qui avait un peu ça. Ouais, mais- voilà. Ok, bah un point pour Travail tous les deux. d'équipe. Alors. Travail d'équipe. Donc effectivement, c'est le phénomène biologique par lequel la taille des espèces augmente de manière spectaculaire sur une île. En fait, c'est dû au fait qu'il n'y a pas de prédateurs. Et du coup, au fil des générations, ils grossissent. Et est-ce que vous pouvez me donner un autre animal Qui aurait grossi. Qui aurait grossi de considérablement manière en vivant sur considérable. l'île Tom Hanks. Lequel Le poisson rouge, plus le bocal est gros, plus il grossit. Oui, Tellement fier de ça. je l'avais pas noté, mais ouais.
Est-ce que la notion d'île dans un bocal te... Ok, un indice, un animal qui a disparu. Enfin, le ils dodo. vont- Bravo. Boum, allez. Waouh, bravo, C'est vrai que génial. c'était gros les dodos. Ouais, c'était assez gros. On a aussi C'est des le... genre un mélange de grosses mouettes et de toucans, non? C'est ça? Ouais, À une peu espèce près. de poule toucan, mais c'était Ouais. fat, ouais, c'était assez Ouais, grand. Ouais, avec un gros bec. Et donc le dodo qui vit à Madagascar, et on a aussi le kiwi de Nouvelle-Zélande. Donc le dragon du Komodo est la forme naine du Megalania, qui est une espèce, ça fait un peu marque de poudre au chocolat. Oui, j'osais pas. Bon, je l'ai faite. Donc qui était une espèce éteinte de 8 mètres de long qui vivait en Australie. Oh là là Donc là là. vous êtes Yes. impressionné par les 3 mètres, mais je pense que c'était pas la même limonade. Bon, on a des crocos qui font cette taille-là, à peu de choses près. Il y a des crocos en Australie qui font 15 mètres de long. Mhm. 15 Ouais, des Oh là cro- là. Non, je te mais- jure, des crocos Non, c'est marins. Human Centipede avec des crocos là. c'est Non, pas mais les possible. crocos, mon pote. Mais ils attaquent, ils bouffent des enfants et des chiens et tout ça, tu peux regarder sur YouTube. Mais 15 mètres, ils rentrent pas dans mon appart. Tu pensais. Non, par contre, mais tu prends un rentres dans chien. leur ventre. Ça, c'est sûr et certain. Mais 15... Non mais 15 mètres, c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. pas Et une c'est hyper impressionnant. Et en plus, ils vont hyper près du rivage en fait. Si tu vas à Darwin, t'en as plein. Et ils courent plus vite putain. que toi. Oh la vache, putain, c'est ultra flippant. Ouais, mais si tu veux échapper à un crocodile, faut courir en zigzag. Ah oui, pareil. Voilà, petit tips. Retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube animalière. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Alors, la découverte du dragon du Komodo est assez récente. C'était seulement en 1910. Ah, Oui. putain. Et on imagine volontiers la gueule du mec qui est Ouais. tombé dessus. Alors, je pense que le mec avait d'autres soucis parce qu'en fait, c'était un avion de la Première Guerre mondiale qui s'est écrasé dans la mer du Komodo. Et l'aviateur a nagé jusqu'à l'île et il s'est retrouvé nez à nez avec les dragons. Vraiment pas de chance quoi. Non, c'était une sale journée. Vraiment. Il a vécu pour le raconter. Oui, il l'a vécu pour. Ouais. Ah ouais. Il est revenu. Ah, Le il y a des- récit doit être incroyable. Ça doit être assez fou. J'ai essayé de l'interviewer, mais il n'a pas répondu à mes emails. Parce qu'il Pas est cool. mort. Voilà. Alors en 1912, il a d'ailleurs fait partie de l'expédition scientifique qui est partie sur l'île du Komodo et a capturé plusieurs dragons pour les ramener en Europe, où ils étaient très populaires dans les zoos. Oh, les pauvres. Ouais, sale vie. Et cette expédition a été une des inspirations pour le film King Kong de 1933. Ça va, Juan, tu l'as, ça va? Oui, non, et c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Je valide. Merci beaucoup. Oh, ce bluff total. Non, non, vraiment. J'avoue. Tu vois le mensonge dans son regard. J'étais en train de regarder le pain. J'y vais. Alors, il y a plusieurs points que je trouve très intéressants dans la vie du dragon du Komodo, et je vais insister sur deux, notamment la reproduction et leur méthode de chasse. Alors, on compte à peu près en ce moment, enfin, à l'heure où je vous parle, 5700 individus. Et c'est une espèce qui est menacée. C'est pas beaucoup, ouais. C'est pas Bah, beaucoup. J'aurais dit moins, moi, tu vois. C'est pas beaucoup, mais je pensais qu'il y en avait Ouais. moins que ça. Bah, sachant que la zone géographique sur laquelle ils vivent est quand même assez restreinte. Oui. Ouais, Oui. ça reste. Voilà. Mais ils disparaissent de plus en plus. L'accouplement est au printemps et en fait, ils pondent des œufs. Voilà. Et la ponte est en septembre. Donc c'est un reptile, quoi. C'est un reptile. Donc la ponte est en septembre. Pardon, je calculais le temps qu'il fallait garder parce que j'imagine la taille de D'incubation. l'œuf. Ouais. Ouais, c'est des œufs qui font à peu près la taille d'un Kinder Surprise. Les gros de Pâques. Ah, c'est tout petit. Non, les gros Ah, de Pâques. les gros. les Ah oui. maxi. oui. Les maxi Ah bah, Kinder ouais, Surprise. c'est- Ça Ouais. fait la taille d'un œuf d'autruche, quoi. Voilà, il y a le socle en plus. Donc C'est un peu plus c'est un Un peu plus gros qu'un œuf d'autruche. c'est un peu plus gros qu'un œuf d'autruche. Voilà. C'est déjà pas mal, hein. Ah oui. Donc, la femelle va pondre les œufs en septembre, pile poil pour la rentrée scolaire. Et Allez, c'est les enfants. Allez hop, c'est Faut quitter le parti. nid. Et vous allez voir que c'est vraiment pas facile d'être un bébé dragon du Komodo. Je vais y revenir. Ça fait partie des rares vertébrés qui sont capables de partogénèse. Qu'est-ce Partogénèse. que c'est que ça? Tellement de blagues. Qu'est-ce que- Oui, non, pas la patro... Non, je vais même pas la faire. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? C'est un Oui, peu oui, oui, oui. spécifique. Ah putain, alors, le Patogénèse. terme, j'ai déjà clairement Bah, entendu, je pense ça que c'est passe un des du début, enfin, Genèse, c'est. Oui, c'est le commencement de c'est leur autour vie, de quoi. la naissance. Ouais, ouais. Ouais. Non, la partogénèse. C'est l'éclosion, c'est, je sais pas, ils sont si à moi Ça se passe au Ils sont niveau des plusieurs gènes. dans le. Non. Non, Ils ont pas les gènes uniquement de un des deux parents. C'est pas très très loin. Non, mais je vais vous expliquer, ça va être. Je sais que c'est déterminé en fonction du besoin de. Non, je sais pas. Après la ponte. C'est ça. En fait, ça fait. Les femelles peuvent pondre des œufs viables en l'absence de mâles. Hmm. Donc, c'est-à-dire que si une Oh, femelle classe. a été éloignée d'une colonie et se retrouve toute seule sur une île, par exemple, elle Hop, peut pondre repeupler des la œufs. Terre. Les œufs ne seront que de sexe mâle. Et du coup, elle peut continuer la lignée. C'est ouf. C'est méga dégueu, mais c'est quand même ouf. Oui, bah il y a un moment où Il y a une petite partie inceste, je sais pas si t'as noté, mais. Jason, faut qu'on parle. Jason, faut qu'on parle. Oui, maman.
Donc voilà, en fait, c'est vraiment des animaux qui survivent à tout, en fait. Attends, mais comment ça peut être en voie de disparition alors que c'est une capacité de survie qui Mais est parce que monstrueuse l'homme est parce que l'homme, hein, tout simplement. Je vais poser une question archi-conne, je m'excuse d'avance. Non, je t'en prie, laisse-nous en juger par contre. Attends, mais c'est-à-dire que la femelle peut se reproduire seule Oui. sans ça. mal du tout. Ouais. Elle met des Ouais, boules. Genre ouais. vierge, elle pond des œufs, il y a pas de problème. Mais en fait, elle a les gènes qu'il faut pour pondre des œufs. Enfin, elle a le patrimoine génétique aussi des hommes, mais c'est vraiment en cas dingue. de... Enfin, des mâles, pardon. Mais c'est vraiment en cas de... Quand c'est la galère, quoi. Tu fais avec ce que t'as sous la main. Ouais, c'est vraiment... C'est pas facile, pas quoi. trop les dragons parce Je qu'ils trouve ont 200 ça Jésus, enfin, c'est un complètement bordel. Et on a longtemps pensé, en fait, que la femelle pouvait retenir le sperme d'une ancienne rencontre, d'un ancien date Tinder. Elle les garde. Classe. Ouais. Oh, Et non. en fait, charmant. c'est pas du tout ça. C'est juste qu'elle a tous les gènes qu'il lui faut sous la main. Mais c'est Oh la ultra ouf. Un peu vache. comme les plants de marijuana. Mais bon, dans un sujet C'est vrai. précédent. Oui, mais d'ailleurs, j'allais en parler. Ah. Tu me coupes l'herbe sous le pied, Pardon. tu l'as. Ah bah, L'herbe, connard. oui, excellent. L'herbe, tu l'as compris. Oui, il n'y a Bon. pas de lézard. Je vais me suicider. Je vais essayer d'enchaîner. Alors, les femelles pondent dans des nids d'oiseaux. Voilà, les c'est assez garces. mais c'est pas des nids qui sont dans des arbres. En fait, c'est des oiseaux dont j'ai absolument pas noté le nom, qui font des galeries souterraines. Des taupes. Ouais, des grosses taupes avec des ailes en fait. Je me rends compte qu'on avait tous la blague et que personne l'a fait en fait. Par respect. Non, mais j'essaie d'imaginer le truc. Enfin, un oiseau qui fait des galeries. Voilà, c'est un oiseau minier et donc il fait des galeries où il va pondre ses petits œufs et en fait la femelle dragon va les virer, voilà, et piquer leur nid pour aller pondre ses œufs. Une fois qu'elle les a pondus, elle reste pas à les couver, enfin vraiment rien à foutre, elle a d'autres trucs à faire dans sa vie. C'est pas une Desperate Housewife, elle s'occupe quoi. Alors clairement, elle va pas gagner le prix de la meilleure mère de l'année. Hein. D'accord, Vous ok. allez comprendre. Qu'il y ait des enfants solides. Ah bah, enfin, ceux qui survivent, c'est des champions. Alors, du coup, elle pond les œufs, elle se barre en les enterrant. Et les petits sont livrés un petit peu à eux-mêmes pendant la période d'incubation. Et si elle les enterre, c'est pour ne pas les retrouver plus tard. Parce qu'en fait, les dragons du Komodo se mangent entre eux. Et ils vont aller manger les œufs. Ah, mais j'ai un peu moins d'estime pour ces animaux du coup. Ah donc elle prend vraiment. Non, mais le attends, temps, ils sont badass, mais... Ah bah c'est un niveau assez élevé. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est... Bref, pour un dragon qui a survécu, t'en as 150 qui Putain, sont la morts, vache. quoi. C'est un alcoolique en crise de conscience qui va aller planquer la clé du placard alcool quand il est sobre. Exactement. Mais en C'est fait, ça. ils sont en voie d'extinction parce qu'ils se bouffent entre eux. C'est même pas de notre faute. Ah oui. quoi. Enfin, c'est eux qui sont en train de s'étendre tout seuls. Quoi. Mais non, parce que la population a été décimée parce qu'on détruit leur habitat naturel, en Oui. fait. C'est vraiment notre faute. Je vois que tu essaies de te déculpabiliser, mais ça ne marchera pas. Donc, elle pond les œufs dans les nids d'oiseaux, elle les enterre pour essayer de les oublier et pas d'aller les bouffer après. Donc, on est sur un bon cannibalisme des familles. Il y a aussi d'autres prédateurs qui vont essayer de les manger, donc c'est pas facile. À l'éclosion, les petits, ça leur demande énormément d'efforts en fait, de sortir de la coquille, non seulement parce qu'ils sont dans l'œuf, mais aussi parce qu'ils sont sous terre, jusqu'à 3 ou 4 mètres. Oh la vache. Donc, c'est vrai. Elle les enterre en terre quoi. Ah ouais, oui, mais les galeries sont assez profondes en fait. Donc, mais ils bossent bien les oiseaux. Hein, c'est, Ouais, je vois. Donc ils essaient de s'en sortir et ils essayent de creuser pour aller à la surface et ils vont très vite monter sur des arbres sur lesquels ils vont rester à peu près jusqu'à leurs 5 ans. 5. Ouais, ils vont rester 5 ans Mais ils sur un mangent arbre. quoi Alors, excellente question. Ils mangent des oiseaux, des insectes, un petit peu ce qui passe. Ouais. Et leur technique, pour les bébés en tout cas, leur technique pour manger, c'est de se jeter sur leur proie qui passe en dessous de l'arbre. Ouais. Mais c'est génial comme animal. Quand Non, tu mais t'en prends c'est sur pas- la c'est- tête, tu te dis pas ça, mais. C'est pas une très bonne technique de drague, hein, je te vois. Mais, Non. ok. Mais, Non, mais je préfère. Mais ça fait quelle taille à Non. 5 ans Ça fait à peu près, à 5 ans, ça fait à peu près 1 mètre. Ah oui, donc toi, tu te fais une petite rando en forêt au Komodo et t'as le truc qui se jette sur toi, t'es bien quoi. À mon Non, avis, tu fais pas une rando là où il y a des dragons du Komodo. Enfin, à moins d'être vouloir vraiment aimer le risque. Mais D'accord. ouais, tu tentes pas. Donc en fait, ils vont rester sur les arbres, comme je vous ai dit. Ils vont grossir tranquillement, à l'abri des prédateurs, à l'abri de leur propre famille aussi, qui n'hésitent pas à les bouffer. Si ils sont menacés,
ils ont une petite technique pour faire fuir l'ennemi qui est de s'enduire de leur matière fécale. Yes, je fais pareil. Ouais. Donc, c'est peut-être une bonne technique pour l'harcèlement de rue aussi, je pose ça là. Moi, j'essaie de donner des idées. Hein. Et après, vous appliquez pas. Vous nous direz les ce qui marche. Les 2 traits sur les joues, ça suffit. Hein. Ça peut marcher. Et après, à 5 ans, ils descendent de leurs arbres, ils sont sur le sol, et là, ils sont à peu près intouchables. D'accord. Il n'y a plus grand-chose qui peut leur arriver. Et ils se mangent entre frères et sœurs quand ils sont petits sur l'arbre? Ah, mais il n'y a aucune race entre frères et sœurs. Hein. Ils se reconnaissent pas. Hein. Ah, d'accord, ok. Ah, c'est ouais, vraiment d'accord, marche ou crève, quoi. Ouais, non, mais voilà. Un beau sens de la famille. Le pire animal. C'est vrai que ça fait des Noëls un petit peu tendus. Mais, Alors, on bouffe quoi? Ta sœur. Oh mon Dieu. Donc voilà. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de la chasse, qui est Avec aussi. plaisir. Voilà. Ils ont une très mauvaise ouïe, comme à peu près tous les reptiles, mais une excellente vision, sauf la nuit. Voilà. Donc c'est très spécifique. Hein. Comme tous les êtres vivants. C'est Non, vrai. pas tous. Il y en a qui sont nyctalopes. Alors, mais par contre, du coup, la nuit, ils ont bien besoin de se déplacer et ils utilisent sa langue pour trouver. Enfin voilà. Ah, pour sentir, non? Pour sentir, effectivement, c'est là où tout leur organe olfactif est le plus fort. Et voilà, ils utilisent leur langue pour se déplacer. Donc, j'ai testé hier soir pour aller au frigo. C'est-à-dire, ils font comme un aveugle avec la canne blanche, en fait. Ils Exactement. tout avec la langue. Ouais. Ils touchent tout. C'est un peu comme des Non, mais ils goûtent, en fait, ça. fibrisses de chat, mais En fait, ils ont 2 trucs, c'est qu'ils sentent et qu'ils goûtent avec la langue. Mais nous aussi, en fait, on a des récepteurs olfactifs au fond de la gorge. Et ce qui fait que quand tu mâches bien, du coup, tu as plus de goût dans ta nourriture. D'accord. Ok. Voilà. Mais c'est ouf comme technique. Parce que poisson, quoi. c'est une technique de survie assez légère parce que il veut goûter un truc vénéneux, ça va mal se passer, quoi. Je pense qu'ils ont un très très bon système immunitif parce qu'ils mangent beaucoup d'ail. Leur salive, déjà, c'est de l'acide citrique. C'est très bien que tu dis ça parce que. Non, justement, on va revenir là-dessus. C'est un animal qui est assez solitaire. Il va se retrouver en groupe seulement pour manger et pour s'accoupler. Bon, je connais d'autres personnes dans ce cas-là, mais je sais pas. Est-ce que tu veux te livrer? Je donnerai pas de nom, mais bon, ça me choque pas plus que ça. Très bien. Il court très rapidement, mais seulement sur de très courtes distances. Et comme on l'a dit, ils sont carnivores, mais ils se nourrissent principalement de charognes. Ah non. Jusque-là, il y a beaucoup de points communs. Jusque-là, tout va bien. Arrêtez de me regarder, c'est gênant. Ce qu'il faut vraiment savoir sur le dragon du Komodo, c'est que comme tous les reptiles, c'est des animaux qui sont extrêmement paresseux et qui vont vraiment faire des efforts quand ils savent que ça va payer et quand ils ont vraiment la dalle. Donc la plupart du temps, ils restent juste à chiller. Les mecs marchent sur les coudes déjà, donc ils ont la flemme. C'est vrai. Leurs membres avant, tu les vois, t'as l'impression qu'ils ne servent à rien. Je sais pas C'est si vous avez déjà vu. Non, mais c'est vrai que ça rend leur marche assez impressionnante. C'est assez économique d'être un dragon parce qu'un repas, ça te fait tenir 1 mois. Mais attends, mais un repas de quoi? Tu manges quoi? Une biche entière? Alors, ils mangent plusieurs choses. Donc, j'ai dit des charognes tout à l'heure. Ils peuvent manger des chèvres, des buffles, des petits éléphants et des insectes, des œufs, des oiseaux, enfin à peu près tout ce qui passe. Ils font pas de chichi, quoi. Ah ouais. Voilà. Mais surtout, vraiment, parce que c'est pas compliqué à les chasser, des cadavres d'animaux et d'humains. Et d'ailleurs, à cause d'eux, les habitants de l'île du Komodo ont dû changer leur rite funéraire parce que les dragons allaient becter dans les cimetières. Oh, donc, quelle horreur. La mamie. Donc du coup, maintenant, au lieu d'enterrer les morts dans le sable, ils les enterrent dans de l'argile. Parce que ça repousse les. Ouais, parce qu'ils grattent pas, quoi. Ok. Ils vont pas. Ils ont la flemme. Ils ont un petit peu la flemme. Donc, ils ont un métabolisme très très lent. Et après un bon gueuleton, ils vont souvent se mettre au soleil pour accélérer le processus et ne pas s'empoisonner tout seul avec la bidoche dans le bide. Ils sont forts, hein, c'est malin. Ouais. Il fait petite sieste méridionale. Exactement. C'est la siesta. Qui dure 2 semaines, du coup. Mais... Ouais. Donc du coup, ils vont chasser plutôt en groupe, comme je vous l'ai dit, et leur technique, ça va être d'encercler en fait l'animal, et voilà. Et ils vont se servir de leur griffe qui fait à peu près 3 mètres de long pour. Mais est-ce qu'il y a des cas de varans ou de dragons de Komodo qui ont attaqué des êtres humains? Ouais. Et je vais en parler. Ah. Ma grand-mère. Non, ça suffit.
Voilà, alors tout à l'heure tu nous parlais de la salive, c'est un des plus grands mythes en fait sur le dragon du Komodo. Ils ont pas du venin. Alors en fait il y a eu plusieurs choses. Qu'est-ce que vous pensez vous du dragon du Komodo si, Ah non, moi je savais pas du tout qu'il y avait une histoire de salive Alors moi je pense deux vénéneuse, choses. hein. Je pense que, il me semble qu'ils ont du venin, les dragons de Komodo, et la deuxième chose c'est que leur salive, étant donné qu'ils bouffent des charognes et tout, de toute façon ça va être un nid à bactéries, donc s'ils te clavent, de toute façon ça va mal se passer. Mhm. Bah, c'est ce que je pensais aussi en fait avant d'y aller et c'est faux. Voilà, Ouais. tout simplement, c'est la fin de ma Me voilà chronique. bien Alors, dans les années 70, on remarqua que les buffles d'eau chassés en groupe par les dragons mouraient de septicémie. Et du coup, c'est là qu'on a eu l'hypothèse qu'ils avaient du venin, en fait, comme les serpents. Cependant, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas de glandes poisonneuses. Donc, ça ne pouvait pas être ça. La seconde hypothèse, c'était que leur bouche était tellement pleine de bactéries qu'en mordant leur proie, ils les tuaient. Et ils s'empoisonnaient ensuite. Après analyse, on a découvert que en fait, la bouche du dragon du Komodo avait autant de bactéries qu'un chat. Donc t'es en train de dire que j'avais double faux. Oui, je suis vraiment désolée, je voulais pas te mettre à défaut comme ça, mais... Non, bah, je suis à défaut désormais. Très bien. Donc en fait, donc c'est pas du tout dans sa gueule que ça se passe. C'est assez intéressant. C'est avec. Ah non, mais du coup, je suis interloqué. En fait, non plus. Ça vient pas du dragon. Vous avez une idée de comment ça pourrait se passer ? Des animaux qui vivraient sur le dragon de Komodo. Non plus. Hmm. En fait, c'est assez con pour les buffles d'eau. Quand le buffle d'eau se fait encercler, il se fait mordre par les dragons de Komodo, qui vont ensuite le suivre pendant quelques semaines et attendre qu'il crève de ses blessures pour pouvoir le manger. Et en fait, le buffle d'eau est une espèce qui est assez récente sur les îles du Komodo. Et quand ils sont mordus, ils vont se foutre dans les marais. Et Ils chopent le palu. Voilà, enfin, pas vraiment, mais le biotope des îles des Komodo est en fait complètement infesté de bactéries. Et en fait, ils vont se mettre eux-mêmes dans les marais. Ils n'ont pas les défenses immunitaires pour. Voilà, et ils chopent tout seuls, comme des grands, les bactéries, et ils meurent de horrible. Oh, les septicémie. cons. Ouais, en fait, ouais. Ah mince. C'est vrai, c'est un petit peu triste en Bah fait. oui, C'est concrètement, oui. extrêmement intéressant parce que j'étais vraiment convaincu de cette histoire de bactéries salivaires. Et, Mais en fait, s'il y avait plus de prévention dans les lycées de buffles d'eau, on n'en serait pas là tout simplement. Et ouais, C'est vrai. Comme quoi, l'éducation, c'est rester à l'école. Donc voilà, ils vont tout simplement mourir de leurs blessures et après les dragons vont les manger tranquillement. Tout cru. Donc voilà. Pour finir, je me suis intéressée en fait à... Comme je sais que vous avez fait un sujet sur le ratel il y a quelques semaines, quelques mois. Ce chéri chouchou qui nous manque. Bah oui, on pense à lui. Je me suis demandé qui gagnerait en fait dans un combat entre le dragon du Komodo et le ratel. Très bonne question. Est-ce que vous avez des hypothèses ? Je pense que le ratel, parce que c'est un animal qui est énervé et rapide. Moi je dirais le ratel. Moi, je dirais le dragon de Komodo. Il fait 15 mètres, le bordel. Ouais, donc on a deux pour Attends, on est à 1 contre 1 ou on est à meute contre meute? On est à 1 contre 1 dans un espace ouvert. Non, mais je préfère le préciser, ça change un petit En peu. VS1 à Châtelet. Moi je dis le ratel. Ouais, espace ouvert, je dis ratel parce qu'il peut grimper aux arbres, faire des attaques pim par derrière et tout. Ok. Mais si c'est dans une cage ou dans mon appartement qui est pas beaucoup plus grand, Ouais, non, c'est un palace, ça va pas. c'est gentil. D'ailleurs, bienvenue au palace. Les gens se moquent. Non, si c'est espace ouvert, ok, ratel. Eh ben, vous avez tous raison, c'est le ratel. Et il y a des vrais sites Non. qui ont fait des comparaisons avec des vidéos et tout ça. C'est absolument passionnant, je me suis un petit peu perdue là-dedans. C'est ouf. Et le ratel gagnerait parce qu'en fait, il est beaucoup plus rapide. Donc il aurait une force de frappe beaucoup plus impressionnante parce que le dragon, il peut se déplacer donc seulement à 20 km/h, ce qui est quand même beaucoup plus que oui. moi. Il est déjà pas. C'est correct. pas rien, Ouais, quoi. mais vraiment, c'est des... Comme c'est toi en vélo, en pente. c'est quand il a des grosses poussées d'adrénaline. Et en fait, le ratel aurait juste à ouvrir le ventre du dragon du Komodo pour s'en débarrasser. Ah oui, donc je vois, t'as clairement étudié la question. Ah non, mais en fait, j'ai fait une simulation chez moi. Et J'ai mis les deux Tu animaux. joues à Et Pokémon. du coup, oui, tu bon, ça va. donnes des cours à tous les ratels, comment vous débarrasser d'un agresseur dragon du Komodo et ça. bah, plutôt au dragon du Komodo pour se débarrasser d'un ratel parce que la balance n'est pas vraiment en leur faveur, quoi. Donc voilà. Et mon expérience dans le parc du Komodo, c'est que c'est très impressionnant. Ils sont vraiment énormes. Je pense qu'on ne s'attend pas du tout à des animaux aussi gros. Ils sont assez bas, mais ils ont une gueule absolument très impressionnante.
Et tu posais la question des attaques sur les humains. Ça arrive, c'est rare. Parce que, comme je l'ai dit, il est assez paresseux et du coup, il va attaquer quand il sait que c'est un petit peu gagné. Mais cependant, les enfants, les personnes âgées, les personnes la nuit. sur la plage. Oui, le fameux fauteuil roulant sur la plage. Du coup, il y a des attaques. Depuis la création du parc, qui était en 1975, il y a eu 35 attaques. C'est pas négligeable. Attaque, ça veut pas dire mort, hein. Attention. Okay. Et on compte à peu près, bon, c'est un petit peu difficile à estimer, mais 4 ou 5 morts. Ok. Voilà, en 40 ans. Donc, bien. c'est moins que les fourmis, par exemple. Donc, je pense que c'est pas. Mais Voilà. bon, vu comme ça. On est quand même beaucoup plus dangereux pour lui qu'il est pour nous. La semaine où j'y étais, il y a un touriste qui s'est fait attaquer parce qu'il s'est approché trop près en fait du dragon et pour faire un selfie. Ah bah voilà. Et les selfies tuent plus que les. Les selfies tuent plus que les dragons, voilà. Et du coup, il s'est fait becter la jambe en fait par un dragon. Un bisou de cheval, bim sur le genou. Voilà. Mais en 2009, il y a un touriste suisse dont on a retrouvé que les lunettes et l'appareil photo. Ouais. Mais qui respecte le matos quand même. Bah, il avait sûrement le modèle déjà, du coup, il l'a laissé quoi. Plaisant. Donc voilà, c'est tout pour moi. Ah bah merci, c'était passionnant. Ah oui. J'ai appris énormément de choses. Et personnellement, je passais par beaucoup d'émotions un peu contraires. Genre à la fois beaucoup kiffé, après je me suis dit que c'était horrible. Après, une érection. Ouais, mais ça c'était sur la fin. Non, c'est ouf, c'est passionnant, c'est trop cool. Ouais, c'est. Par contre, fou. Je t'avoue que même s'il y avait un parc, je serais pas serein d'y aller. Moi, j'imagine le truc en train de. Parce que quand il a ses pics de course, vu la démarche que ça a quand ça court, ça va être vraiment la pire chose, tu vois. Genre, ok, je suis mort, tu vois, dans les courses. Bon, ce truc a été créé pour me tuer, donc. Mais ça fait vraiment dinosaure en fait. Imagine, il y a un dragon de Komodo et un ratel qui font équipe. Genre, le premier il court vite, bim. Ah non, mais là, c'est Là, fou. je pense que c'est absolument sûr. Non, mais souvent, quand tu te balades, t'as 3 gardes forestiers avec des bâtons, enfin des lances qui te protègent. Des lance-flammes. Qui te protègent, donc ouais, je pense qu'il rigole pas du tout avec ça. Mais ça m'étonne qu'il soit quand même en liberté en fait. Ouais. Eh ben, ma foi. Bah, trop classe, merci beaucoup. Bon, allez, maintenant ce sera un truc tout aussi dangereux, hein, un peu moins. Ça rampe un petit peu moins, ça fait quand même flipper. Non, on est dans la bonne humeur. Ça fait plus de morts. Oui, je vais vous parler du Ku Klux Klan. Non. En effet, c'est pas la thématique. On n'est pas dans la joie particulièrement. Alors, je ne sais même pas quoi Yes est archi choqué. Oui. Il est toujours choqué. Allez, allons-y. Donald Trump is facing new controversy today after he refused to condemn the KKK. He was asked this morning 2 times, will you repudiate and condemn the Ku Klux Klan? And he refused to do that as well. Qui s'était fait connaître en fondant ce club appelé le Ku Klux Klan. Ce club appelé le Ku Klux Klan. Forrest Gump. C'est pas le club des 7 quoi. Eh bien, figure-toi qu'il y a un petit peu de ça quand même. Non, vas-y, dis-moi quoi, le chien. Non, ça a été à une période une association culturelle, le Ku Klux Klan. D'où cette référence de la part de Forrest Gump et de Tom Hanks. On y revient et on parlera aussi de l'Arche de Noé, comme quoi les nœuds se font tout seuls, c'est incroyable. Donc le Ku Klux Klan, quoi, qui, quand, comment, où. Début du XXe siècle aux États-Unis, moi je dirais. Bah, oui. Alors, le Ku Klux Klan, c'est une organisation suprémaciste blanche. Voilà, qui a été fondée aux États-Unis d'Amérique en 1872. Ah oui, donc non, c'est plus récent que ce que je pensais. Ouais. Je pensais que c'était avant la Seconde Guerre mondiale. 1865. Ah, pardon, excusez-moi. C'est pas tout à fait pareil. Autant pour moi. Et donc on peut dire sans bégayer qui se trouve plutôt dans le spectre politique. Je peux le dire. Vas-y. Plutôt de droite, je pense. Yes, très à droite. Un petit peu. Bah, à droite, mais après avoir fait plusieurs tours, quoi. Après 3 révolutions concentriques, à droite. Par contre, le Ku Klux Klan, c'est pas un parti politique. C'est plus une organisation de lobbying. Ouais, un peu comme une association de quartier, mais glauque. Malheureusement très influente. Et son but, c'est de promouvoir. Alors, son but sur le papier, c'est de promouvoir et de préserver des valeurs protestantes anglo-saxonnes, xénophobes et racistes. Attends, sur le papier ? Sur le papier, oui, parce que sur le papier, c'est marqué xénophobe et raciste ? Non. Ah. Mais sur le papier, ils font pas que promouvoir.
Ah ok. Notamment donc en tentant de placer ses membres sur l'échiquier politique et en s'adonnant à des pratiques donc sur lesquelles on reviendra ultérieurement. Sur les pratiques concrètes. Déjà, commençons par la base. Ça veut dire quoi, Ku Klux Klan? Parce que ça fait les malins. J'imagine que c'est la version américaine de Pim Pam Poum. Je ne vois que ça. Tu t'excuses. Bon, le mec s'appelle Herman, il s'appelle Herman, j'y crois. Non, bon, d'accord, pardon. Désolé, Herman. Désolé, Oh, Arthur. pardon, on est désolé. Écoutez Pim Pam Poum, c'est pas des vrais, ils ont pas des capuches pointues. Le Ku Klux Klan, ça vient du mot kuklos, qui veut dire cercle en grec, Ouais. et lux, qui veut dire lumière en latin. Là, c'est le bordel. Le cercle de la lumière. Le clan du cercle de lumière, avec un K à clan, parce qu'il fallait mettre 3 K, c'était plus joli que KKC. Ça faisait un peu. Trop Bryce Nice. C'est vrai que voilà. c'est catchy. Donc Ku Klux Klan, le clan du cercle de lumière. Et ils veulent quoi, le Ku Klux Klan? Je sais pas quoi, mais ils le veulent maintenant. Oui, ils le veulent maintenant. Oui. Ils veulent le white power, donc ce serait la reconnaissance d'une suprématie blanche et protestante, et tout ce que ça impliquerait en termes d'autorité sur tous les autres êtres humains. Donc on est sur un projet plutôt charmant. Ah, et vraiment protestante quoi. Protestante, Pas turbo-protestante, oui. catholique, protestante. Absolument. Si je peux me permettre, ce qui rejoint, je me demande si c'était pas la demande de Alex qui nous avait proposé un sujet. Sur un sujet sur. Oui, il nous avait il nous avait demandé de parler du nationalisme américain. Et nazisme, mais du coup on avait pensé au suprémacisme blanc. Ouais, donc, suprémacisme blanc. cool, alors on va en aborder une partie, on va pas rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup d'organisations suprémacistes en fait aux États-Unis, ce qui est malheureux. Genre la République. Mais il y en a pas mal, et d'ailleurs le Ku Klux Klan aujourd'hui est loin d'être la plus influente de manière contemporaine, mais on y reviendra un petit peu sur la fin. Donc le Ku Klux Klan, ils veulent quoi? Donc le white power, et sur le plan américain, ils sont pas trop pour l'autorité fédérale. Donc, le FBI, tout ça, ils sont plutôt sur l'autorité des États. Et sur le plan mondial, ils ont une politique plutôt isolationniste. Donc ils aiment pas trop les immigrés. Donc vraiment toute blague à part, rapport au pouvoir fédéral, ils sont vraiment plutôt républicains. Oui, alors, en fait le truc c'est que faut savoir que le spectre américain, le démocrate et républicain a changé pas mal. Ah d'accord, ça je le savais pas. Des années, notamment les démocrates étaient pour l'esclavage à une époque. Donc, J'ai l'impression que tu viens de lire le programme de Donald Trump en fait. Malheureusement, comme sans vouloir balancer le jingle d'intro, il y a des points de comparaison qui ne sont pas assumés par le bureau de Donald Trump. Bref, comment le Ku Klux Klan justifie sa pensée, parce qu'elle est quand même hardcore. Plutôt. D'après vous, par quel biais il justifie cette pensée? Ah, moi j'ai la Bible. La Bible, exactement, Non. Camille. Mais bien sûr que si. Oui. Enfin, une exégèse de la Bible. Une exégèse. Une exégèse, oui, c'est-à-dire qu'ils prennent un texte et ils en font un peu ce qu'ils veulent. Ok. Et elle est plutôt vénère, leur exégèse. En fait, vous voyez ce que c'est que la Genèse? Oui, c'est la première partie de la Bible. Chapitre 9, verset 27, je cite: que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Alors, la moitié des trucs sont basés sur ça. Je vais vous expliquer un petit peu. J'ai compris Somme et Djadja. Donc, je répète que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, les tentes Quechua, pas les tentes, ouais. et que Canaan soit leur tranquilles. esclave. Pour expliquer donc vite fait, après les bails de l'arche, vous voyez l'arche de Noé, Noé il s'est bourré la gueule au vin, parce qu'il fallait fêter ça. Il avait planté des vignes, il a récolté ses 800 grappes de raisin et il a fait sa bouteille de vin et il s'est peinté la gueule. Et un des fils de Noé, Cham, est allé le raconter à ses deux frères, Sem et Japheth. Donc les deux frères de Cham. C'est déjà compliqué. Ouais, un peu. En se réveillant, donc Noé a accusé un autre mec, Canaan, qui était le fils de Cham. Donc le fils du mec qu'il avait vu. Donc son petit-fils. Il n'y avait pas un bail qu'il s'était bourré tout nu et qu'en plus c'était un peu la honte. Il était totalement à tout nu. Walpé et c'était la honte. Et du coup, il a accusé son petit-fils, entre guillemets, donc le fils de Cham, Canaan. Mais il l'a accusé de quoi? De s'être bourré la gueule à de sa sa place. gueule et de s'être foutu de sa gueule et de l'avoir balancé à tout le monde. D'accord. Et donc, en se réveillant, Noé a accusé Canaan, le fils de Cham, d'être le con et donc d'être l'esclave de tout le monde. Tu vas devenir l'esclave de tout le monde, frérot. Et les descendants de Canaan, l'esclave, dans la Bible, occupent les territoires qui correspondent aujourd'hui au Proche-Orient. Et c'est pas fini, Canaan avait des frères qui occupaient, dans la Bible, l'Éthiopie, l'Égypte et l'Arabie. Et en gros, une histoire de mec bourré, ça justifie qu'on considère aujourd'hui les descendants de Canaan, donc les gens qui habitaient en Proche-Orient et en Afrique, comme une race inférieure et bannie à être esclave. Et du coup, je veux pas du tout faire mon malin, j'imagine que plein d'autres l'ont fait, mais il y a forcément des gens qui leur ont dit que Jésus venait du Moyen-Orient. Tout le monde leur a dit. Tout le monde a dit que c'était de la merde. C'est vraiment une grosse exégèse, mais ils se sont dit, oh, ça passe.
Et pour leur surprise, si jamais quelqu'un du Ku Klux Klan nous écoute, non. Non, ferme-la. Mais ils n'ont pas baqué ça aussi avec des recherches scientifiques, pseudo-scientifiques Enfin, pas à ma connaissance en tout cas. Mais la beauté de la chose, c'est que même en se basant là-dessus, dans la Bible, c'est Canaan qui a été accusé. Donc Canaan qui potentiellement vivait vers ce qui serait aujourd'hui Israël, Palestine. Et à aucun moment, ses frères à lui ont été maudits. Donc l'Afrique n'a rien à voir là-dedans. Donc les Noirs n'ont rien à voir là-dedans. Donc, bande de cons. Bref, le Ku Klux Klan, c'est qui? C'est super chiant à dire, hein. Je vais dire le KKK. Oui, le KKK. C'est qui? C'est qui? Oh, putain, mais j'en sais rien. Concrètement, si tu devais me donner un stéréotype de personne. C'est des hommes blancs. Blanc, tempe grisonnante, plutôt Amérique du Sud. Amérique du Sud, S'il te plaît, parle mieux. Les Péruviens, plutôt, bien sûr. Plutôt USA, mais État du Sud. Oui. À une époque, en tout cas. Texas. Je fais de mon mieux. Non, c'est bien. Le Texas peut en faire partie. Alors, est-ce que vous êtes familier avec le mot WASP? Oui, White c'est American. C'est White Anglo-Saxon Protestant. Donc blanc, anglo-saxon, protestant, qu'on a parlé. C'est un stéréotype qu'on utilise en fait aux États-Unis pour définir une catégorie de population. Les WASP, alors le nom WASP, c'est aussi un mouvement nationaliste d'ailleurs. Un mouvement à part. Mais on utilise aussi le mot WASP pour définir en gros les blancs protestants. Typiquement. Et il représente la majeure partie du Ku Klux Klan. Et donc, il est composé de ces membres-là qui auraient choisi de rejoindre l'organisation, puisque c'est pas non plus un truc, on n'est pas obligé d'y aller, quoi. Il faut passer une initiation pour entrer au Ku Klux Klan, machin, comme n'importe quelle secte. Bon, c'est pas une secte à proprement parler dans le texte, mais bon, voilà. On sait. Club. Association culturelle. Et comme toutes les organisations cheloues, ils ont une hiérarchie chelou. Alors, je vais pas vous faire tout le détail de la hiérarchie, mais c'est nimp. Alors, à la base, tu me parlais tout à l'heure du film de Spike Lee, Black Klansman. C'était pas moi, c'était Maria, mais... Maria, excuse-moi, qui l'avait vu. Le Klansman, c'est un simple membre du Ku Klux Klan. Dans le film, on peut voir une initiation d'un simple membre, c'est-à-dire avec la robe blanche et tout ça. Donc le Klansman, c'est la base. Ensuite, on a le Nighthawk. Et là, ça commence à ressembler à des personnages de jeux de combat. Le Nighthawk, c'est un responsable de la sécurité qui lui a une robe de couleur noire. On a le Chaplain, qui est un prêcheur avec une robe blanche et une écharpe rouge. Le Claverne, alors là ça part en Donjons et Dragons, c'est n'importe quoi, qui est le responsable d'une ville. Mais attends, mais j'ai envie d'y jouer. Non mais c'est des ceintures de judo quoi. Ouais, c'est ça. Ensuite on a le Clalif. Alors attention, c'est l'assistante des Cyclopes exaltés. Comment tu dis Clalif? Le Clalif à la place du Clalif. C'est ce que je voulais faire. Bien sûr. On a le Titan, qui est responsable d'une large zone équivalente à un district. Le Cloud, le Kleagle. Attends, le Cloud. Il y a trop de cas là, c'est infernal. Ensuite, il y a le Grand Dragon, responsable d'un État, donc l'équivalent d'un gouverneur. Ah oui, mais ça me dit quelque chose. Le Grand Dragon de telle zone, Voilà, le Grand Dragon qui a une robe verte. Tu veux nous dire quelque chose sur ta famille ou... Et Full Metal, on a le sorcier impérial ou le grand sorcier, qui est le rang le plus important du Ku Klux Klan. C'est une robe pourpre. Et il y en a qu'un du coup. Bah en gros c'est le patron. Actuellement, je crois que c'est David Duke. Je me rappelle plus exactement. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Il est encore en vie? David Duke est encore en vie puisque Donald Trump était questionné sur sa relation avec David Duke pendant les élections, il y a 2 ans, je crois. Oh damn. Ouais. Mais il est pas si vieux que ça. Hein. Non, mais comme quoi le racisme, ça conserve. Je l'aurais pas tenté celle-là. Moi, je l'assume assez bien. Et bon, on est passé d'environ 5 millions de membres du Ku Klux Klan dans les années 1920. 5 millions? Ouais. Et c'est un petit peu rassurant, même si c'est quand même grave, à moins de 8000 membres aujourd'hui. Ah oui, on est quand même passé de 8 millions à 5 000. Il y a du mieux. Non, de 5 millions à 8 000. Pardon, à 8 000. Attends, mais 5 millions, c'est énorme. Ah, mais c'est une espèce en voie d'extinction aussi, ça. En 1920, alors il se passait. Il y en a quand même plus que les dragons du Komodo, si je peux me permettre. C'est ça qui est flippant, ouais. C'est moins qu'il y avait de gilets jaunes sur les Champs-Élysées. On est vraiment ancré dans l'actualité, c'est beau. Avec 2 semaines de décalage. Et le Ku Klux Klan, c'est quand? Mais c'est quand? Mais tu nous l'as dit, c'est fin 1865. Fin 19e. Alors j'ai la création, mais il y a plusieurs périodes. Ah bah. Du Ku Klux Klan. Mais il y en a plein des périodes, comme dirait. Alors donc comme je vous disais, ça a été fondé en 1865. Alors ça va te plaire, Ilias. Ça a été fondé dans la nuit du 24 au 25 décembre. C'est comme ça qu'ils fêtaient Noël. Les généraux humiliés du Sud. Je ne fêterai plus jamais Noël. En fait, les États du Sud des États-Unis, comme vous le savez, pendant la guerre de sécession, ont subi ce qu'on appelle une branlée, finalement. Ils étaient un petit peu humiliés et la fin de la guerre, en plus, ça signait la fin de l'esclavage. Ils avaient le seum, les pauvres. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Oui, la suprématie blanche en a pris un coup, du coup, parce qu'on a libéré, entre gros guillemets, les Noirs américains.
Et donc des anciens officiers se sont regroupés afin de former leur petit club de connards qui malheureusement va grandir très très vite. Je te sens assez partisan sur ce sujet. Moi j'adore les racistes. Ah d'accord. Je crois qu'on présentait les choses sous un jour totalement neutre. Je me perds. Voilà, c'est la fin de saison. Je me permets de le faire comme je veux. Bande de fils de pute. 1871. Mais c'est quoi cet épisode? Calmons-nous sur la vulgarité. Qu'est-ce qui nous arrive? Détendons-nous. Laisse-moi finir. En 1871, suite au meurtre d'un sénateur blanc, le KKK est rendu hors la loi. Ouais, en 1871. Malheureusement, oui, me demande pas. Okay. Entre-temps, le clan a réussi pas mal d'objectifs. Ils ont placé pas mal de monde en fait dans l'échiquier politique. Ouais, dans l'échiquier politique. Et notamment, ils ont pu faire voter les lois Jim Crow. Je sais pas si ça vous parle. Pas du tout. Jim Crow, c'est un alter ego avec une blackface d'un sénateur américain blanc. Et les lois de Jim Crow, ça institutionnalise, vous avez forcément entendu parler, dans la ségrégation, la séparation dans les transports, dans les écoles. Ah oui, bien sûr. Et c'est ce qu'on appelait les lois Jim Crow qui sont passées à cette période-là. Ça interdisait aussi les mariages interraciaux d'ailleurs. Ouais. Interraciaux, donc entre une personne blanche et une personne noire. Parce que le terme de race est beaucoup plus, il est beaucoup plus utilisé aux US qu'en France. Voilà. Et donc les suprémacistes sont quand même vachement bien installés dans les institutions de l'État. Donc le KKK revient sans trop de mal aux alentours de 1915 sous une forme associative culturelle. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, ça devient une petite asso. On veut plus tranquille. de bibliothèques dans les écoles. Voilà. Et de bibliothèques, pas d'Alexandre Dumas dedans, quoi. Enfin, ouais. Voilà. Malheureusement, donc oui. Qu'est-ce que oui Petit bras. Qu'est-ce que tu essayes d'attraper quelque chose? Et on l'appelle le second Ku Klux Klan. Et comme je vous le disais, aux alentours des années 1915-1920, on se retrouve avec le plus de membres, aux alentours de 5 millions, parce que entre 1914 et la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a pas mal de mouvements un petit peu taquins qui s'installent. Oui, et pas que des belles choses. Et ils retrouvent des partisans. Donc les lynchages reprennent. Les lynchages, on y reviendra après malheureusement. Et dû à ces lynchages, parce que là ils sont passés pour une petite asso, le second Ku Klux Klan, mais en gros ils partent très très vite en couille parce qu'ils sont galvanisés par le groupe, le fait qu'ils soient très nombreux, etc. Et donc ils sont à nouveau légalement interdits en 1928. Mais ils sont interdits, mais ils ne sont pas dissous en fait. La loi les interdit, mais ils s'en battent les couilles concrètement. Allez-y, gardez les statuts. Voilà. Et la Seconde Guerre mondiale et l'idéologie nazie, ça les galvanise encore plus. Mais c'est un soutien qui s'efface parce que les Ku Klux Klan soutenaient le régime nazi, mais ça s'efface après le bombardement de Pearl Harbor, puisque les nazis étaient alliés avec les Japonais, et quand on est raciste, et on n'est pas d'accord que les nazis s'allient avec les Japonais. Comme quoi, les mecs, on peut leur reconnaître qu'ils ne font pas de concessions. Ils sont droits dans leurs bottes. Ouais, ça, ouais. Je vous suis dans leurs bottes, les nazis, bien joué. Merci. Le KKK sera donc à nouveau dissous en 1944, pour une raison, la meilleure des raisons, ils ont oublié de payer leurs impôts. Comme quoi c'est con et ça tient pas grand chose. On ne déconne pas avec le fisc aux US. Hein. Oui, enfin sauf si t'es l'église de Scientologie, mais ok. On en a déjà parlé. Mais là pour le coup ils sont vraiment dissous. Ça suffit. Les impôts c'est plus important que d'être raciste. Aujourd'hui le KKK donc c'est composé de groupuscules nébuleux un petit peu noyés parmi d'autres groupes suprémacistes comme on disait tout à l'heure. Par exemple les néo-nazis. Vous avez sûrement entendu parler aux États-Unis. Les WASP, etc. Et une chose est sûre, c'est qu'ils font tous partie de l'actuel président de la République des États-Unis d'Amérique. Attends, ils font tous partie de l'actuel président des États-Unis ? Oui, bien sûr, ils en font partie intégrale. Non, ils sont des soutiens. En fait. Ah oui, d'accord. Okay. Non, j'ai mal formulé ma phrase. Ok. Ouais. Et le Ku Klux Klan possède aujourd'hui son quartier général dans l'Arkansas, à 30 km au nord de Harrison, qui est considérée comme, je crois, la ville la plus raciste des États-Unis par les journalistes. Enfin, je pense que c'est une manière de parler. C'est pas en Arkansas qu'il y a le magicien d'Oz et tout ? Non, ça c'est au Pays imaginaire. La maison de Dorothy, elle venait. Mais non, faut que je retourne en Arkansas, c'est pas ça. Oui, c'est vrai, tu as raison. Tu as tout à fait raison. Non, il me semble. Joli. Non, mais le pays d'Oz c'est différent, mais la maison qui a été envolée par la tempête, elle vient d'Arkansas. Là où c'est qu'il y a les tornades. Et ben maintenant, je saurais que c'est pas que le pays de Dorothée du magicien d'Oz. Je tiens à dire, on se trompe peut-être. Enfin, moi, j'en suis pas convaincu à 100%. Ah, c'est l'Arkansas. Anyway, je crois que c'est l'Arkansas. Mais du coup, on a vu c'est qui, c'est quand, c'est quoi, c'est comment. Ouf, c'est pas joli. Ah non, c'est pas. Comment ça, c'est comment ? C'est comment les bails. D'accord, c'est comment que ça se passe. Comment qu'ils pratiquent. Alors, parce que oui, jusque-là, on en a parlé comme d'un club de natation synchronisé, mais ça devient un peu plus vilain. Concrètement, à part les manœuvres politiques, ils font quoi le Ku Klux Klan ? Donc, il y a des choses que vous savez peut-être. Voilà. Déjà, ils ont des petits chapeaux, des costumes blancs et des chapeaux pointus qui sont inspirés, vous le savez peut-être, des capirotes espagnols. Oui.
Tout à fait, dans les cérémonies ultra-catholiques. Voilà, qui étaient portées pendant l'Inquisition, en fait, tout simplement. Donc de base, mais ce qui est marrant, c'est que de base, enfin, ce qui est marrant, relativisons, c'est que c'était le condamné, entre guillemets, qui portait cette tenue-là pour être ridicule. Donc les maîtres portent volontairement une tenue qui était portée par un mec qui devait être rendu ridicule. Anyway. Non, mais parce que c'est une question d'être humble aux yeux de Dieu, etc. Alors, le Ku Klux Klan le porterait potentiellement pour une autre raison, et ils l'ont aussi porté à leurs chevaux. Ils se font passer pour des victimes et... Pas exactement. Leurs chevaux. Oui, ils faisaient aussi porter des costumes et des capirottes à leurs chevaux. Pourquoi ? Parce que le but, c'était de faire peur aux Noirs américains, puisqu'après l'abolition de l'esclavage, ils n'avaient pas accès à l'école. Les Noirs américains, ils étaient potentiellement se faire passer pour des fantômes. Exactement. Potentiellement plus impressionnables et moins éduqués. Le but était de se faire passer pour des fantômes de soldats confédérés qui étaient morts pour le Sud et qui venaient assoiffés de vengeance. Bah déjà, c'était super raciste de penser que les mecs allaient se laisser impressionner par ça, quoi. Bah disons que c'était possible, puisqu'à l'époque, les mecs, malheureusement, n'avaient que très peu d'éducation. Et c'est pour ça qu'ils habillaient aussi leurs chevaux pour faire vraiment une espèce de menace planante avec les torches, les machins. S'ils viennent à 40, il y a moyen que c'est un peu. J'aurais bien aimé t'y voir sans éducation débarquer de ton pays, faire poursuivre par des mecs habillés en blanc sur des chevaux avec des torches. T'aurais pas fait le malin, ma fine gueule. Et on apprend donc leur petite pratique. Concrètement, ils agissaient comme des milices. Donc ils imposaient des couvre-feux déjà, sans aucune autorité légale, mais ils se faisaient plaisir. Et ils pourchassaient les Américains qui ne correspondaient pas à leur idéal, donc qui ne votaient pas pour les démocrates, puisqu'à l'époque, c'était plutôt les démocrates qui étaient cotés on aime bien avoir des esclaves. Et on a eu droit à tout, de la part donc, des cérémonies / ratonnades du Ku Klux Klan, à savoir donc des émasculations publiques, des étripages, des viols, des flagellations. Et ça se terminait généralement par un petit bûcher ou une pendaison au choix. Voir les deux. L'un n'empêche pas l'autre, j'ai envie de te dire. Avec plus ou moins de monde. Je suis pas bien. Il faut le faire dans le bon sens, par contre. Oui. Oui. Et on apprend d'un article de Marine Gasque que seulement pour l'année 1871, on dénombrait 297 Noirs américains lynchés à la Nouvelle-Orléans et 200 dans l'État du Mississippi. Donc on parle de plus de 500 personnes pour deux États. Entre 1866 et 1914, on estime à 4600 personnes, en majorité des Noirs, qui ont été victimes du Ku Klux Klan. Donc ça nous confirme que ce n'est pas un club de natation synchronisé. Aujourd'hui encore, il y a des acharnés qui continuent à brûler des croix. Vous avez peut-être déjà vu cette cérémonie de brûlage de croix. Ça veut juste dire on est là, quoi. Voilà, ça sert un peu comme la marque des morts de Voldemort, quoi. Exactement, c'est un bon exemple. Mais on peut se rassurer quand même en voyant leur nombre de membres amoindri par rapport aux années 20, comme les nazis finalement. Donc en conclusion, le sujet du Ku Klux Klan, ça appartient pas encore au livre d'histoire. D'autres mouvements très similaires récents, qui sont encore dans l'actualité sous d'autres noms et qui partagent leurs convictions. Et les éléments qu'on a pu voir dans les dernières élections américaines en témoignent. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu les événements de Charlottesville et tout ça. On avait des membres du Ku Klux Klan et d'autres groupuscules. Donc c'est pas dans notre actualité à nous, mais dans l'actualité américaine, c'est très pertinent. La raison pour laquelle Spike Lee a fait un film là-dessus, d'ailleurs, pour sensibiliser un peu tout le monde à ce sujet. Si vous voulez vous renseigner un peu sur le sujet du Ku Klux Klan, c'est très facile. Il y a une tonne de documentaires, une tonne de films là-dessus. Vous pouvez aussi vous renseigner sur les autres groupuscules américain, parce que c'est malheureusement une grosse partie de la culture américaine, ce nationalisme, et c'est quelque chose de très intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Donc je vous invite à chercher, vous trouverez très facilement quelques docus. J'ai pas noté de nom pour vous parce qu'il y en a vraiment énormément, tous plus ou moins qualitatifs, mais on peut citer donc le film de Spike Lee, Black Klansman. Vous avez également Imperium, le film avec Daniel Radcliffe, je ne me souviens plus du nom du réal, qui parle pour le coup pas du clan, je crois, mais des néo-nazis. C'est des suprémacistes, mais sans que ce soit spécialement Ku Klux Klan, je crois. Voilà. C'est un sujet très glauque, mais qui peut s'avérer intéressant, donc je vous invite à vous renseigner un petit peu là-dessus. Et c'est tout pour moi. Très très cool. Super cool. C'est pas le mot que j'aurais employé. Non, mais c'est toujours intéressant de connaître la racine du mal. Et mine de rien, savoir comment ça s'est développé, pourquoi. Donc c'est cool. Et puis en plus, comme tu dis, c'est pas tout à fait derrière nous, puisque jusqu'à récemment, il y a eu, il y a quelques mois, il y a eu des défilés qui ont été faits au vu et su de tous. Et il y a certaines communautés qui commencent à assumer ça très clairement. Et c'est flippant d'assumer des choses aussi abjectes. Donc, Alors, je ne suis pas rentré dans les détails sordides du Ku Klux Klan et ni dans ce qu'on vit en Europe en ce moment, mais qui malheureusement, une certaine montée du nationalisme aussi. Donc c'est pour ça que c'est très important. Et en Amérique du Sud aussi. En Amérique du Sud très également, récemment. oui, avec Bolsonaro notamment. Et donc il est très important de se renseigner
de ne pas être bête sur ces sujets-là, notamment à la veille des repas de Noël. Vous pourrez vous faire plaisir. Mais je voulais savoir, il y a des conditions d'adhésion en fait dans le Ku Klux Klan ou... Alors être blanc, être protestant, donc surtout. Est-ce qu'il faut être noir, un homme ne ou pas juif. Non, il y a beaucoup de femmes. D'accord. D'ailleurs, ce qu'on Parce appelle que je vois toujours des mecs alors, en fait. J'ai pas le nom. Elles ont un surnom, les Clanzettes ou un truc comme ça. Ah, c'est vraiment sympa. J'ai parlé de Marine Gasque qui a fait un article, plusieurs articles intéressants, et je crois qu'elle a fait justement un article sur les femmes du Ku Klux Klan. Donc, je vous invite à aller chercher cet article sur lequel je me suis malheureusement pas penché. Mais non, il y avait, en fait, le Ku Klux Klan, ce sont des personnes qui ont une famille entre guillemets parfaite à la lumière du jour et qui le soir partent totalement en couille. Donc, comme dans Imperium. Voilà. Donc c'est quelque chose de malheureusement familial, de très intégré culturellement. Donc non, les femmes sont parfaitement intégrées là-dedans. Néanmoins, dans certaines cérémonies, je pense que les gradations ne concernent peut-être que les hommes. Je suis pas sûr à 100%. Mais il y a un plafond de verre en fait. Je pense qu'on peut dire ça. Oui. D'accord. C'est malheureux. Bah non, mais c'est sûr. Bon, sur ce, c'était passionnant, vraiment. Ouais, personnellement, j'ai appris énormément de choses. Par contre, je vais proposer de partir sur quelque chose d'un peu plus léger. Toujours de la manipulation, mais moins de racisme. On va aller vers quelque chose d'un peu plus simple. Eh bien, faisons comme ça. Allons chercher qui je suis. Comme tout le monde. Chaque fois, c'est pareil. Docteur, je ne m'explique pas du tout comment toute sa personnalité a pu changer. C'est pas pareil, hein, c'est... Ah non, c'est autre chose. Allons-y, vous connaissez ma passion pour les biais, les effets sociologiques. Les pantalons seulement. Mais, que je ne porte pas là. Mais ils sont très beaux ces pantalons. Oui. Et donc l'effet Barnum, déjà, est-ce que certaines d'entre vous le connaissent ? Je crois, mais je n'en suis pas sûr et certain. Bon, dans tous les cas, ça tombe bien parce qu'on va en parler. Donc c'est un effet de manipulation qui a été mis en avant par un psychologue américain qui s'appelle Bertram Forer. Ce cher Bertram, il a fait une expérience en 1948. Donc il a fait passer un test de personnalité à des étudiants avec des questions très précises. Ouais. Ensuite, il a récolté les réponses et il leur a rendu une analyse de leur personnalité. Donc je vais vous citer un des exemples qu'il a pu leur rendre. Alors je vais vous citer vraiment ce qui était écrit à l'époque. Donc vous avez besoin d'être aimé et admiré et pourtant vous êtes critique avec vous-même. Vous avez certes des points faibles dans votre personnalité, mais vous savez généralement les compenser. Vous avez un potentiel considérable que vous n'avez pas encore utilisé à votre avantage. À l'extérieur, vous êtes discipliné et vous savez vous contrôler, mais à l'intérieur, vous tendez à être préoccupé et pas très sûr de vous-même. Parfois, vous vous demandez sérieusement si vous avez pris la bonne décision ou fait ce qu'il fallait. Vous préférez une certaine dose de changement et de variété et devenez insatisfait si on vous entoure de restrictions et de limitations. Vous vous flattez d'être un esprit indépendant et vous n'acceptez l'opinion d'autrui que dûment démontrée. Ça ne s'arrête jamais. Voilà. On est totalement sur de l'astrologie. Ouais, on dirait un horoscope. Bon, après, il y a un tout petit paragraphe, mais je vous le passe. Mais voilà, il aura... mais oui, parce que bon... Mais non, ça va être intéressant. Mais non. Mais donc voilà, il leur rend l'analyse qui correspond à leur personnalité et il leur demande d'estimer la pertinence de l'analyse qui leur a été remise. Le résultat en moyenne a été de 4,26 sur 5. Ah, c'est tout à fait moi, ça. Ce qui est plutôt costaud. Sauf que, il se trouve que tout le monde a reçu la même analyse, le même texte que je viens de vous citer, et que donc de fait, ça ne dépendait absolument pas des résultats du test. Donc l'effet Barnum, c'est ça. Voilà, on l'appelle effet Barnum ou effet Forer, donc du nom de ce cher psychologue américain. On va utiliser avec modération le nom. Le Forer ? Oui. J'ai passé parce que je l'ai pas capté, je veux pas creuser. Alors, donc c'est le fait de faire accepter quelque chose de générique comme étant très personnel. On appelle aussi ça l'effet puits, parce que ça semble profond, mais en fait c'est creux. Alors du coup, moi j'appelle ça l'effet stand-upper sur YouTube. Alors, il y a un peu de ça. Ça balance. C'est vrai, ça vous est jamais arrivé ? Dénonce, hein. J'en parlerai un petit peu à la fin. Il y a un peu de ça. C'est vraiment, je trouve. L'origine du nom Barnum, comme je dis, il y a plusieurs noms, Forer, Barnum ou Puits. Donc l'origine du nom Barnum, en fait, ça a été donné par un autre psychologue dans la fin du XXe siècle, et c'était donné en référence à un homme de cirque qui s'appelle Phineas Taylor Barnum. C'est un homme de cirque du XIXe siècle, très connu pour ses spectacles qui donc satisfaisaient tout le monde, et pour être un manipulateur d'exception. Donc dans son cirque, il avait il présentait beaucoup de curiosités. Par exemple, une femme qu'il faisait passer pour un ange, le corps d'une créature qu'il faisait passer pour une chimère, etc. Et bien évidemment, pas besoin de précise quand même, mais bon, rien de tout ça n'était réel. Et ce cher monsieur, qui avait certainement une éthique monstrueuse, il se définissait lui-même comme le prince des charlatans.
Voilà, le mec. Tout va bien. Voilà, le mec pesait un peu dans le milieu, il savait ce qu'il faisait clairement, il le faisait bien, mais il savait ce qu'il faisait. Les domaines d'application, on va les passer très très rapidement parce qu'après on va donner des exemples. Mais donc le premier truc qui a été cité, c'est bien évidemment les horoscopes, mais ça peut être utilisé également en marketing, en communication, en management, dans les horoscopes, la voyance, la divination et toutes sortes d'autres arnaques. Vous en avez marre de votre travail ? Voilà. Venez chez Recrutop. Alors là, dans mes notes, après toutes sortes d'arnaques, j'ai mis entre parenthèses politique, avec un point d'interrogation. Ouh. On verra peut-être. Décidément, cet Vous épisode voulez être dénonce payé très plus bien. Vous voulez plus de pouvoir d'achat ? Ah, j'ai un petit exemple à la fin fait maison, on verra s'il On marche. n'a pas précisé qu'il laisse porter un gilet jaune ce soir. C'est faux. Je porte un pull. Tout à fait saillant. Bleu marine. Bleu, Oui, c'est très joli. plutôt primaire et marine. Plutôt roi, mais... Chemise framboise écrasée. Voilà. Mais ça... Un caleçon Calvin Klein. Et le pantalon saumon. Non, c'est un Levi's, je crois. Mais bref, on s'en fout, on passe à la suite. Donc, les mécaniques de l'effet. Donc, il y a plusieurs variantes du test qui ont été menées pour définir les paramètres qui influencent la réussite de l'effet Barnum. Je vais déjà expliquer ces mécaniques et on parlera des exemples après. Donc, plus le test est précis, plus on a l'impression que l'analyse est personnalisée et dédiée à soi, et plus on va avoir confiance en l'analyse qui est donnée. Donc voilà, il faut vraiment que ce soit un truc de très personnel, et c'est là qu'on va se dire genre ok, c'est sérieux et ça me correspond tout à fait. Ce qui va marcher aussi, c'est de donner du crédit à la personne qui fait passer le test. Donc plus on va donner de crédit à cette personne, plus on va s'approprier ce qu'elle nous donne, même si c'est totalement bateau. C'est un peu le même mécanisme qu'on retrouve dans le test de Milgram. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un test assez connu. Un test où on va pousser des personnes à, on va dire, électrocuter quelqu'un. Ah oui. Voilà. Et en fait, c'est là. On en a déjà parlé, il me semble. Ouais, alors c'est possible. Et ce test met en avant le fait de respecter la figure d'autorité, les sachants, etc. Sauf que je vous donne un petit bonus. En fait, les mécanismes révélés par l'expérience de Milgram sont reconnus par la communauté scientifique, mais son protocole est très critiqué parce que Milgram aurait falsifié certains résultats. Donc les mécanismes ont été avérés, mais par contre son protocole et ses expériences étaient nul à yesh. Et je vous ferai certainement un sujet sur les expériences qui ont été désavouées. Troisième point, pour que ça fonctionne, il faut présenter un message très nuancé, quasi contradictoire, mais toujours globalement positif. Comme on l'a vu, vous êtes très très actif, mais parfois vous aimez bien vous reposer. Ça veut dire tout et son contraire, mais au moins tout le monde peut se retrouver là-dedans. Ce qu'on appelle du rien. Ouais, mais tiens, il y a un peu de tout et rien, tu vois. Je suis un peu dedans là. Ça, ce qui va, le biais qui va être utilisé là-dedans, c'est le biais égocentrique parce qu'on veut se percevoir via un prisme positif, c'est normal, sinon on devient dépressif. Donc si c'est quelque chose qui va nous valoriser, on va avoir tendance à le croire. Enfin, on va avoir envie de le croire en tout cas. Il y a l'usage d'autres biais, comme le biais de confirmation. Un effet Barnum ne peut pas marcher, enfin ne marchera que si l'analyse est cohérente avec ce qu'on s'imagine être. Ça peut pas te convaincre d'autre chose. Donc si tu penses être quelqu'un de cool et que l'effet Barnum te dit que t'es cool, bah tu vas dire ouais c'est moi ça clairement. Voilà, tu peux pas faire croire n'importe quoi. Maintenant on va prendre quelques exemples pour finir. Quelques exemples faits maison, donc allons-y. J'adore les exemples. Un exemple avec la divination. J'ai un blog qui s'appelle Passion Exemple. On te présentera quelqu'un qui aimera beaucoup en discuter. Oui. Un exemple avec une voyante. Vu les mécaniques que je vous ai décrites, est-ce que vous voyez des choses qui pourraient faire en sorte que un entretien avec une voyante ait plus de poids si elle nous raconte du full bullshit après? La boule de cristal qui brille, ça, on se dit ok, c'est crédible. Les cartes. Alors pourquoi les cartes? Mais parce que les cartes, elles nous sortent pas. Enfin, on n'a pas tous les mêmes. Ouais. Donc on se dit qu'il y a un côté unique en fait. Dans exactement. Les cartes. Très bien. L'objet est tangible, c'est un objet qu'on connaît. C'est pas un truc sorti du chapeau. Bah, tu peux les sortir d'un chapeau, mais c'est surtout la combinaison qui est unique, qui nous donne l'impression que c'est fait juste pour nous. Un peu comme le marc de café aussi. Ouais, tout à fait. Sinistros. Parce que ou les lignes de la main. Ou ce genre oui, de choses. Voilà. Ah, c'est exactement ce que j'ai noté, magnifique. Trop fort. Donc, lire les lignes de la main, on considère qu'elles sont quasi uniques. Donc, on se dit, putain, ok, si elle arrive à lire ça dans les lignes de ma main, c'est que c'est vraiment personnalisé, c'est pour moi, quoi. Et j'avais marqué aussi, c'est un peu moins fort que ce que vous avez cité, mais c'est. Bêtement, le fait d'avoir un rendez-vous personnalisé face à face, on a l'image de la voyante dans une petite pièce, vous êtes juste tous les deux, etc. Donc ça joue aussi pour se dire genre ok, elle est totalement concentrée sur moi, ça va être pour moi. Avec les horoscopes, oui non, Juan, je te vois pouffer. Je n'ai absolument rien fait. Pour les horoscopes, il y a un truc qui va pouvoir le renforcer, un détail un peu discret mais mine de rien qui va renforcer cet effet. C'est le fait qu'il y ait un horoscope par jour, mine de rien. Tout simplement. C'est pas un horoscope où il y a rien qui dit quelque part que... Enfin, il y a rien. En astrologie, mais pas dans les horoscopes.
différencions bien les deux. Mais donc dans les horoscopes, il y a un horoscope par jour. Il n'y a pas un truc en janvier, le 1er janvier, qui vous dit les lions, vous allez passer une année comme ça, ou les versos, vous allez passer une année comme ci. Donc ça donne un... Enfin, si ça existe, mais... Ah bon, bah désolé, je cherche. Non, mais... Non, t'as des prédictions pour l'année, mais... Ah, mais peut-être plus en astrologie qu'en horoscopie. Je sais pas si en horoscopie. On dirait un pays marrant. à côté de la Jordanie. C'est magnifique, tu devrais y aller, putain. On y mange hyper bien. Les grandes plaines, les chevaux, le désert, les palmiers. Et les gens sont heureux là-bas, ils ont rien, mais... Alors pour le coup, pour les trucs à l'année, je ne sais pas. D'ailleurs, je me base juste sur les petits horoscopes. Ils donnent tout. Oui, bah ouais, c'est vraiment beau. Bon, je vais parler à Camille du coup. Donc les horoscopes qui sont dans les journaux que vous voyez tous les jours, donc le fait qu'il y en ait un par jour, ça va le renforcer. Et paradoxalement, le fait de voir le même jour 2 horoscopes différents pour le même signe, bah, ça va renforcer l'effet Barnum parce qu'ils vont sembler uniques. On va dire genre ok, il y a quelqu'un qui s'est penché dessus, qui l'a écrit et tout, parce que s'ils avaient tous le même, ça serait super louche, mais eux ils ont vraiment écrit un truc. Ouais, mais attends, t'as bien des gens qui ont lu le matin, dans le gratuit du métro ou des transports en commun. Amour, aujourd'hui tout va vous sourire, et qui se sont fait larguer ou qui ont eu une demande en divorce 3 heures plus tard. Ouais, mais c'est pas une science exacte. Ouais. Non, il y a surtout des personnes qui ont pris des horoscopes du même journal différent à deux moments de l'année et qui ont dit que c'était un copier-coller du même texte. Oui, je ferai un autre sujet à l'occasion, mais effectivement, il y a des non, si en vrai, oui, je dis ça tout le temps, mais oui, il y a des, comme tu dis, il y a des générateurs et il y a des boîtes qui sont spécialisées dans le fait de faire des putains d'horoscopes. Génial. Et il y a des mecs qui ont fait des. C'est que tu peux faire avec de l'AI, enfin, tu peux faire un générateur de texte automatique. Ouais, et puis il y a des mecs qui ont fait des stats pour montrer que c'était réutilisé à quel point, etc. Avant-dernier exemple, ça va rejoindre un peu ce que tu avais sur. Sorry YouTuber, on va pas stigmatiser les YouTubers. Je suis pas là pour tracher, je veux dire que c'est le modèle, j'allais dire modèle économique, mais le modèle d'humour qui a lancé un petit peu le stand-up sur YouTube, c'était ça vous est jamais arrivé. Mais c'est pas que le stand-up sur YouTube, le stand-up de manière générale, mais on est sur des sujets très bateaux, genre les profs, le machin, où ça s'adresse à un public à qui c'est forcément déjà arrivé, on répète des situations pour que les gens se reconnaissent et disent ah mais c'est trop moi. Faire les courses, passer le permis, ce genre de conneries. Alors voilà. Ouais, mais il y a d'autres trucs pour vraiment le renforcer de ouf. Moi du coup je l'ai fait partir depuis le marketing ou la publicité, mais en fait c'est les mêmes effets. C'est le fait de te déjà. Je me suis déjà couché à moitié à poil sur une Porsche, bah non. Peut-être. Non mais déjà tu vas interpeller la personne. Vous. Et puis après, voilà, tu vas décrire un truc qui est effectivement totalement classique, et puis tu essayes de viser un peu large pour se dire, bon, hop, on va les toucher. Donc un petit exemple, ça va être le genre, vous. Il vous arrive d'avoir du mal à dormir, mais parfois vous dormez 12 heures d'affilée. Vous vous sentez fatigué par moment, mais ça va. mais parfois vous ressentez une grande énergie. Vous avez de l'ambition, mais votre humilité vous permet de garder le pied sur terre. Alors mangez des carottes. Les carottes sont faites spécialement pour vous. L'humilité, moi aussi. L'humilité. J'ai bafouillé. J'en ai beaucoup moins. J'ai bafouillé, mais effectivement, c'est bêtement le fait de s'adresser directement à la personne et de lui présenter un truc nuancé du style moi je suis super ordonné, mais parfois je perds trop mes affaires. Très bien. Et on pourrait trouver ça sur internet, je pense. Et un petit bonus politique, un petit message. Donc vous en avez chié, vous vous êtes battu, parfois violemment, mais c'était pour la liberté. Vous n'êtes pas toujours content, mais vous ne souhaitez que le bonheur. Je vous ai compris. Voilà, un petit clin d'œil à ce cher monsieur qui nous a fait enfin pas nous parce qu'on n'était pas là, mais un petit discours très vague pour faire-t-il que tout le monde va comprendre. Je m'adresse pile poil à vous et je pointe la foule. Voilà. Comme dirait mon père, ce jour-là, on a tous compris qu'on n'avait pas compris. Clairement. Eh ben, tu feras un bisou à ton père. Ça marche, on t'embrasse, papa, si tu nous écoutes. Certainement un grand homme. Des bisous. Et bien sur ce, il me semble qu'on a fait touche au bout. Le tour des sujets de la journée. Ouais, et malheureusement, c'était la fin de notre dernier épisode avant l'épisode de Noël. Ouais, notre dernier épisode classique de l'année. Par contre, je suis content, on a une invitée trop cool. Oui. C'était trop bien de te recevoir. Bah ouais, c'est trop bien de venir, vous êtes vraiment gentils. Cool. Oh, ça nous fait plaisir. C'est gentil. Et puis là, du coup, on va pouvoir descendre, reboire des bières et manger ce que tu nous as amené, donc ça va être trop cool. Bah ouais, carrément. Est-ce qu'on peut rappeler où on peut te trouver? Parce que là, du coup, on parle de ce que tu fais à manger, mais on peut trouver tes photos, il me semble, sur Instagram, Twitter, parce que tu fais des trop bons plats. Ouais. Et j'espère faire de jolies photos aussi. Ouais, parce que tu es chef au Politicafé. C'est ça, le Politicafé, donc 11 rue des Portes Blanches à Marcadet. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram, Mariella Rouge, et sur Twitter, c'est le même pseudo aussi. Voilà. Et on ne manquera pas d'aller voir.
Et si vous glissez que vous venez de la part de Pardon Maman quand vous allez au Petit Café, vous aurez rien, mais un gros sourire, je suis sûr. Bah, vous aurez un sourire et je m'occuperai bien de vous. Peut-être que je mettrai une portion plus grosse. Enfin, ma patronne m'écoute, alors je sais pas si j'ai le droit de faire tout. Double ration de frites. On l'embrasse également. Un sourire, ça fait toujours plaisir. Grave. Oui, bien sûr. Mais n'hésitez pas, en tout cas, si vous venez, à venir me voir en cuisine. Et ça me fait toujours plaisir de parler avec On les n'y gens. manquera pas. Toujours complimenter le chef. Oh, pas forcément. Nous, dans tous les cas, on vous remercie, on vous embrasse. On a eu, on a eu d'autres lettres au Père Noël, trop cool. Oui. Donc, si vous voulez nous en envoyer d'autres, allez-y, c'est le moment. Heureusement, on enregistre l'épisode de Noël un tout petit peu plus tard que prévu, mais il arrivera quand même à temps. Mais vous avez encore de la marge pour nous envoyer ces chères lettres au Père Noël. Elles sont adorablement mignonnes, celles qu'on a reçues. Beaucoup trop. Ouais. Donc voilà, il y a du challenge, mais vous pouvez envoyer, on en a reçu en audio, vous pouvez envoyer des petits messages, tout simplement, des petits bisous, ça nous fait toujours plaisir. On vous remercie aussi pour nous avoir suivis, recommandés, envoyé des étoiles sur iTunes. On vous relancera là-dessus, mais on va envoyer des gros événements début 2019. Donc si vous voulez envoyer des gros étoiles sur iTunes, on serait très content. Et puis sinon, si vous l'avez déjà fait, vous pouvez recommander à quelqu'un. Ou sinon, un truc qui se fait aussi pas mal en entreprise, vous demandez si vos collègues ont des iPhones. Et puis à la pause déjeuner, voilà, ça se fait bien. Non, en plus, sérieusement, c'est super cool. On a encore reçu plein de messages très cool. On vous embrasse beaucoup, je pense. Oui. On s'étendra plus tranquillement autour d'un verre pour le prochain épisode pour vous faire des bisous. Parce que le prochain épisode sera probablement beaucoup plus décousu. Voilà, on sera dans le sentimental. Ce sera plus familial. C'est très familial avec oui, Maria. Oui. Non, mais voilà, on s'étendra plus, on s'épanchera et on sera sentimentaux. Dans tous les cas, on vous embrasse, on vous remercie. Puis on se retrouve pour l'épisode 25. Qu'est-ce que c'est ce machin? C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? Mais dis-tu nos conneries? Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer?